Le bassin. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e numéro de Le Bassin est à vous. Vous connaissez le principe, hein, bien sûr, on se retrouve chaque semaine dans une ville différente du bassin d'Arcachon. Et puis ce soir, on est au Pilat, non loin de la célèbre dune, dans ce magnifique hôtel, la Guitoune, assez original. Mais avant toute chose, comme disait la Martine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous allez me dire, elle est où Myriam? Eh bien Myriam, elle arrive et de très belle manière, puisque regardez ces images. Elle arrive sur une moto pilotée par Laurent Mantel. Laurent Mantel, c'est le créateur d'un concept store dédié évidemment à la moto qui s'appelle Holly Motorcycle. On découvrira ça bien sûr pendant l'émission avec de très belles images de ces motos, de ces réalisations, de ces préparations. Mais avant tout cela, pendant que Myriam nous rejoint, laissez-moi vous présenter nos invités aujourd'hui. Éric Bernard. Bonjour Éric Bernard. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de La Teste et plus spécialement délégué à cette commune, enfin cette partie de La Teste qui est le Pilat. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. On va découvrir le Pilat pour ceux qui ne le connaissent pas et on va découvrir aussi certaines arcanes bien particulières ce soir grâce à vous. Et puis Dominique Chapat, mon copain Dominique Chapat, qui me fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci Dominique. Salut. Alors tu as traversé, puisque tu es plutôt souvent de l'autre côté sur la presqu'île. Oui. Ça s'est bien passé la traversée? Oui, alors on va dire que ça a été une arrivée rock'n'roll. Ouais. Circonstances atténuantes, je n'étais pas à la barre. Circonstances aggravantes, je n'avais pas le pied marin. Voilà. Si bien que j'ai échu devant la plage, hilar. Tous les baigneurs rigolaient en me voyant. Heureusement, j'étais planqué sous les. Oui, pour ne rien vous cacher, effectivement, Dominique est arrivé un peu mouillé, mais il a eu le temps de sécher et de retrouver ses esprits pour le début de l'émission. Et celle qui est arrivée aussi, c'est Myriam. Bonjour. Alors, dis donc, t'es un peu décoiffée là. Oui, bah écoute, je suis arrivée en moto, c'était super. Ça s'est bien passé? Ouais, très très bien, vraiment. C'est bien, t'as des sensations agréables avec Laurent Mantel, oui, qu'on découvrira tout à l'heure. Absolument. Bon, on a un programme chargé oui, ce soir. Il faut être très prompt. Hein, on va donc découvrir cet univers de Holly Motorcycle, l'univers des motos, mais aussi des créateurs de meubles et des brocanteurs. Oui. On va tout savoir aussi sur une créatrice de cordons de lunettes, parce que ça devient branché, les cordons de lunettes, figurez-vous. Et puis on découvrira une association qui fait un travail formidable, M en Rouge, c'est sa présidente qui viendra nous la présenter à la fin de l'émission. Et toute une émission qui sera rythmée par notre ami Joe Luna à la guitare, Joe le gitan, comme on l'appelle ici sur le bassin. Tout à fait. Mais on va démarrer par notre hôte, bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui à la Guitoune. Et donc c'est Antoine Marlier qui nous reçoit. Merci beaucoup. Merci à vous, bienvenue. Vous êtes le co-directeur de ce très bel établissement. Tout à fait. Et voilà, on a plaisir à être là, hôtel 4 étoiles, en plein cœur du Pilat. Qui a rouvert en 2017, qui a retrouvé de nouvelles couleurs. On va en parler de ces couleurs parce que c'est un hôtel flashy, mais c'était un hôtel mythique dans les années 40 jusqu'aux années 70 à peu près, hein, la Guitoune. Il était très renommé au Pilat et ailleurs. Et alors, d'où est venue l'idée de lui redonner une nouvelle vie, une seconde vie? Alors, le projet, avant tout d'être un hôtel et un business, c'est plus un projet de cœur. Parce que les deux gérants sont d'ici, sont nés ici, ont fait leurs études sur le bassin, ont une maison pas très loin. Et, ce projet, voilà, il vient plus d'un côté amour-propre du Pilat et de l'établissement où ils ont connu beaucoup de choses ici et beaucoup de souvenirs. D'où la naissance de ce projet. Alors aux manettes de la déco, ils ont fait appel à une jeune femme très renommée, Bambi Sloan, qui est réputée notamment pour son goût pour les couleurs un peu vives, je le disais, ce côté un peu flashy. On s'en aperçoit dès cette terrasse avec ses parasols et ses tables et ses chaises multicolores. Comment on fait vivre ça avec l'univers plutôt classique du Pilat, où on est plutôt pull sur les épaules et polo Lacoste pour prendre une petite caricature mais pas tout à fait fausse? On n'est pas tous en polo Lacoste et avec la petite chemise et tout ça. Mais c'est le Ferré Capien qui vanne un peu, c'est normal. C'est ce qui crée un petit peu cet endroit, c'est tout cet univers qu'elle a créé. C'est ce qui fait la diversité et qui change un petit peu parce qu'on n'a pas des établissements comme ça partout. Alors il faut dire que c'est vraiment une designer très renommée aujourd'hui. Elle a fait un très beau travail, très original quand on se balade dans les couloirs, dans le bar, dans les chambres, etc. L'objectif est de créer un lieu de retrouvailles, un lieu de rencontre, un peu comme à l'époque où
les Rolls, croisez les deux Dutch et les notaires buvaient des Americanos avec des petits artistes. Voilà, c'est fait pour tout le monde. C'est vrai que pendant des années, justement, c'était resté un peu mort. Hein, cette affaire était un peu vieillotte et il n'y avait plus trop de couleurs. Donc tout d'un coup, ça a surpris tout le monde. Mais voilà, la renaissance. Éric Bernard, c'est important pour vous, un acteur économique comme celui-ci sur le Pilat? C'est fondamental. C'est fondamental. Le Pilat, ce n'est pas simplement une ville de belles résidences. Bon, il y en a beaucoup. C'est un style dont on parlera certainement tout à l'heure. Mais c'est aussi un centre de vie de plus en plus. Et je suis content qu'Antoine ait rénové ce lieu. La Guitoune, effectivement, ça fait partie de l'histoire de la ville. Et ça fait d'autant plus partie sur la ville qu'à côté, il y a la place Daniel Meller. Oui. Et si vous regardez un peu l'histoire du Pilat, Daniel Meller en est à l'origine. La famille Gaume a aussi participé au développement de cet endroit qui prolongeait finalement la ville d'Arcachon qui s'était déjà développée. Et donc c'est à la fois un symbole de l'histoire de la ville, c'est un bâtiment qui méritait d'être largement rajeuni. Il a été fait de belle manière parce que c'est joyeux. Et donc c'est une des composantes de la ville. Et puis c'est aussi au cœur même de notre histoire. Et donc pour toutes ces raisons, merci. Merci de l'avoir fait. Il était pas temps, mais enfin c'était bien de l'avoir fait. Et ça rejoint les quelques établissements assez reconnus, on va dire presque prestigieux pour certains, qui permettent à cette ville de vivre comme elle n'a pas vécu depuis longtemps. Alors parfois il y a des excès, on parlera certainement tout à l'heure du fait que l'attrait devient maintenant un peu un handicap en matière de gestion, mais ça donne de la dynamique et surtout de la jeunesse. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir des jeunes, comme vous êtes, prendre pour des raisons affectives pour vous, j'ai cru comprendre que c'était un peu un attachement à cet endroit, mais de prendre des initiatives qui vont dans le sens à la fois de la modernité, de la jeunesse, de l'enthousiasme, et qui font que cette ville n'est pas simplement celle de quelques retraités aisés, mais celle d'une jeunesse mouvante qui investit et puis qui vient s'y installer. Donc bravo, mais continuez. Donc on est dans le sens et dans le bon sens. On aura l'occasion justement d'y revenir. Oui. Dominique, tu as déjà séjourné au fil de tes reportages sur le bassin dont on parlera tout à l'heure. Tu as déjà séjourné à la Guitoune? La Guitoune non, mais dans autour, le Pilat, la Corniche, oui, bien sûr. Et quand tu choisis tes hôtels en tant que producteur, il faut faire attention au budget, bien entendu. Mais c'est un point important chez nous, sur M6. Est-ce que Nicolas de Taverneau, si tu nous regardes, mais est-ce que tu es sensible quand même à la déco, aux endroits, oui. Tu vois, je pense que ça fait partie de la coloration de l'émission. Il faut que, bien souvent, ce sont des cadres de tournage. On en profite, là ça sera difficile de mettre une voiture, mais en même temps on peut s'appuyer sur la façade, c'est bien d'avoir une représentativité des lieux où l'on est. Cette fameuse 12 France que les Français redécouvrent cette année par la force des choses, mais qui est un bien finalement. C'est un des bons points, il y en a quelques-uns heureusement de cette période très particulière, de cette crise du Covid. Alors Antoine, il y a 24 chambres. C'est ça, 24 chambres, donc 19 dans le bâtiment principal et vous avez 5 petits chalets à l'extérieur. Il y a un bar, il y a un restaurant. C'est possible de faire vivre un hôtel comme ça dans une station comme le Pilat qui est un peu, on le sait, déserté en hiver forcément? Forcément, c'est pas évident tous les jours, mais là on a notre 3e année d'activité, 3e exercice, on commence un peu à trouver notre équilibre, trouver notre petit chemin et non, c'est sûr que c'est pas facile, mais après on compte sur la saison pour... Vous restez ouvert à l'année? On est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça c'est beau. Voilà. Ouais, c'est une belle entreprise. Didier d'un hôtel 4 étoiles. Non mais vive les entrepreneurs, je le dis parce que j'en fais partie, mais vive les entrepreneurs qui sont là toute l'année et pas simplement quand il y a des moutons à tondre, comme on dit un peu trivialement. Oui. Et ça c'est important parce que ça participe évidemment de la vie du bassin. Éric Bernard. Oui, je veux juste intervenir. La désertification du Pilat, du quartier du Pilat, parce que c'est quand même des composantes de la grande commune de La Teste, c'est de moins en moins vrai. Il faut s'inscrire dans la durée pour voir qu'en 2 décennies, c'est mon cas, j'ai vu évoluer d'une façon extraordinairement rapide et je pense qu'avec les événements malheureusement qu'on vit actuellement, donc avec la Covid, ça risque encore d'aller dans ce sens. Enfin, le sens est positif, malheureusement c'est la crise sanitaire qui est malheureuse. Je pense que ça va se développer. Et tous ces établissements qui aujourd'hui sont ouverts ne l'étaient pas il y a 2 décennies. Voilà. C'est quoi là, justement la clientèle? Alors le profil type, vous avez plutôt des clients français, étrangers? Alors, on a un peu toute clientèle, après forcément avec ce qui vient de se passer, 95% de clientèle française. Après on a une super clientèle au niveau du professionnel sur le séminaire, parce qu'on a une petite salle de séminaire qui plaît énormément aux entreprises. Et
c'est vrai que c'est une grosse partie de notre chiffre hors saison. Bien sûr. Ce tourisme-là. Et ça, c'est essentiel effectivement pour rester ouvert en dehors des périodes de vacances et de la période estivale, bien entendu, c'est de s'appuyer sur la clientèle des groupes et des entreprises. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à court terme là, pour la Guitoune, il y a des nouveautés, je suppose que dans un établissement comme celui-ci, on est toujours en train de se remettre en question. Et la recherche de nouveautés, ouais, on bosse actuellement sur un peu de la conciergerie. On travaille pour proposer des packages, on va dire, sur des séjours, donc avec des balles en bateau, en vélo. On avait des séjours avec des coachs sportifs, tout une petite gamme. Monter les programmes. Ouais, voilà, tout à fait. Sinon après non, c'est toujours travailler notre image et de continuer à faire connaître notre restaurant parce que c'est aussi une bonne partie de notre chiffre d'affaires. On a une super cuisine qui reste saine, locale, avec un chef qui est arrivé en début d'année d'Angleterre, qui lui privilégie fortement le circuit court. Donc non, c'est à venir à découvrir tout au long de l'année. Des valeurs importantes. Voilà. Merci Antoine Varlier et merci de nous accueillir tout au long de cette émission. On va être là sur cette terrasse avec ces parasols multicolores, ces tables de toutes les couleurs. C'est très agréable d'y être. En tout cas, je vous invite à venir faire un tour si vous ne connaissez pas encore la Guitoune et si vous êtes au Pilat. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve tout de suite avec nos invités Eric Bernard, Dominique Chapat et plein d'autres surprises. À tout de suite. Bonjour, moi c'est Eric Griset, déménagement bassin d'Arcachon. Donc c'est une petite structure artisanale. Pourquoi en fait je suis dans ce petit camion? Tout simplement parce que l'aventure a démarré avec et grâce à ce petit camion. Le service et le respect, la qualité de notre travail. Quand on voit un sourire sur les lèvres des clients, c'est notre plus belle récompense et on espère que ça va durer. On porte un meuble, on porte un carton pour vous accompagner dans ce changement de vie, dans ce changement de cap. C'est la quatrième de vivre le bassin et de Le Bassin est à vous, puisque c'est une émission qui se passe tout au long de l'été dans les différentes villes du bassin d'Arcachon. On est au Pilat ce soir depuis l'hôtel La Guitoune avec nos invités Eric Bernard, maire adjoint de la Teste, responsable du Pilat plus précisément, et puis Dominique Chapat qui nous fait le plaisir de traverser le bassin pour... Pas la nage. Pas à la nage, mais presque, pour être avec nous aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, nous serons à Arcachon, avec Yves Foulon, le maire d'Arcachon évidemment, depuis un autre établissement assez merveilleux avec des couchers de soleil superbes, c'est le Bikini. T'as vu comment je suis arrivée, Pascal? Oui. À moto, je t'enviais, j'étais jaloux parce que moi j'adore la moto, tu non, le sais. Alors entre poteaux, on n'est pas jaloux, non. Tu vois, c'est pas possible. Donc, tu l'as placé promptement, ça. Oui, tu as vu ça. Par contre, je vais te présenter Laurent. Laurent, qui est le propriétaire de Holly Motorcycle à la Teste, justement, et qui a des magnifiques motos, entre autres, et pas que. Bonjour Laurent. Ouais, bonjour. Bonjour Laurent Montagne, merci d'être avec nous ce soir. Alors, on découvre en même temps qu'on se parle de magnifiques images tournées par notre réalisateur Étienne de vos motos, de vos préparations, etc. Comment est née cette idée? C'est quoi votre parcours? Vous faisiez quoi avant de créer Holly Motorcycle? 25 ans d'automobile, ça va plaire à Dominique. J'ai travaillé pendant 25 ans pour General Motors. Voilà. D'accord. Je m'occupais de toute l'activité revente des véhicules d'occasion pour le réseau. On avait créé un label de revente de véhicules d'occasion. Voilà. Motard depuis tout petit, avec mon père. Et complètement par hasard, il y a quelques années, je transforme une moto que je récupère, une vieille Honda, dans la rue. Donc elle est au shop, hein, elle est exposée, c'est la numéro 0, mais c'est vraiment le hasard. J'aurais jamais imaginé un jour changer de vie à ce point-là. J'étais en région parisienne, j'avais un atelier en Normandie, un atelier de carrosserie aussi, de restauration de vieilles Porsche notamment. Parce que c'est un peu ma vie ça, et voilà. Et puis chemin faisant, ma vie a basculé dans la moto petit à petit. Et comme je connaissais bien le bassin, j'y venais depuis 20 ans, c'était un rêve d'y vivre. En 2016, j'ai tout plaqué, j'ai vendu la boîte et je suis arrivé en 2017 ici sans rien, sur le bassin, avec un projet dans ma tête.
Entre-temps, j'avais créé la marque Oli Motorcycle. Donc Oli, c'est O-L-L-I, ça signifie One Life Live It, une vie, villa, voilà. Avec un joli logo, parce que ça c'est le côté marketing qui revenait. Et voilà, et puis 3 ans plus tard, on a déjà changé de lieu, hein. On est resté 2 ans dans la zone d'activité de la Teste. Et là, on s'est rapproché un peu d'Arcachon, hein. Vous avez vu l'endroit, je sais que Myriam t'es passée cette semaine. Oui. J'ai fait la curieuse. Eric, je le connais bien puisque Eric est un client de chez moi, hein. C'est un motard également, il y a beaucoup de motards ici, beaucoup de motards, de passionnés de voitures, de motos, de bateaux. Tous ces mondes se réunissent bien. Le principe de ce shop, c'est de retaper, Pas que. Pas que. Pas que. Je suis aussi concessionnaire. D'accord. C'est-à-dire que je défends 4 marques de motos. D'accord. Et en premier lieu, je suis concessionnaire Royal Enfield, hein, donc une vieille marque anglaise. Oui. Je vois Dominique qui est d'accord avec tout ça. Presque j'ai roulé avec en Inde. Et ben voilà, évidemment, c'est la moto la plus vendue au monde. Français qui a monté des road trips Vintage Ride. Oui, exactement. Que je connais bien. Ouais, super. Il a un peu ton look d'ailleurs. Ouais. Tu sais, on a tous le même look. Même toi, hein, tu commences à être un look bien moto. Ouais, voilà. Donc Royal Enfield, qui est une marque qui me plaît beaucoup et qui correspond complètement aux attentes du bassin. Donc des petites motos mono 500. Puis là, ils ont sorti un bicylindre il y a 1 an et demi en 650, qui est juste fabuleux. Donc, voilà. Les autres marques, c'est quoi? Les autres marques, c'est une vieille marque italienne qui s'appelle Mondial, qui a fait un vrai retour sur le marché depuis quelques années. Donc là, on a des 125 très haut de gamme pour les motards qui n'ont pas encore le permis et qui sont en devenir. Et on fait également une marque qui s'appelle SWM, une vieille marque italienne également, qui était connue dans les années 70-80 pour faire de l'enduro. Et là, ils arrivent avec des motos type Scrambler, etc. C'est vraiment la tendance du moment. Et puis, comme l'importateur de Royal Enfield en France s'appelle la société Cima, société historique du monde de la moto. Ils ont une marque également qu'ils ont créée qui s'appelle Mash, qui est une marque française vraiment, hein, et qui est en train de prendre des parts de marché considérables dans la catégorie des 125 et moins de 500 cm3. Donc on démarre cette marque à partir du mois d'août là. Voilà. C'est tout frais. Donc il y a 4 piliers chez Oli. Il y a la résurrection de vieilles motos, il y a l'entretien, il y a la vente, vous venez d'en parler, et puis la préparation. Absolument. C'est lequel qui fait le plus vivre la boîte et c'est lequel qui fait le plus vibrer votre cœur? Pas forcément le même d'ailleurs. Si je pouvais sortir une moto préparée tous les mois, je le ferais, c'est impossible. C'est impossible, la préparation ça prend des mois, des semaines, des mois. C'est déjà une étude avec le client, c'est du temps qu'on passe sur une machine, donc c'est plus la passion qui anime le côté personnalisation des motos. On sort 4-5 motos par an. Je suis venu avec l'une d'entre elles, Myriam a roulé sur une bonne ville qui n'a plus rien à voir avec une bonne ville, à part le moteur et le châssis en partie. Mais voilà, la moto elle est unique, on la rend unique, donc on fonctionne comme ça, soit le client commande une moto, soit on en fait aussi... ça sort de mon imagination. On peut faire du total sur mesure. Absolument. Et après, voilà. Dominique arrive avec vraiment, il a une idée un peu folle en tête. Ce qui est souvent le cas. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Et vous êtes capable de la réaliser. Enfin, autant que faire se peut, vous ferez tout pour. C'est Pascal, tout est possible. C'est juste une histoire d'argent après. Il y a un moment, non mais il faut être clair. Nicolas Taverneau, si tu nous écoutes. On peut tout faire. Ça fait 2 fois qu'on le cite, il va être content. Oui, tout est possible. Et puis après, on a aussi une grosse activité de vente d'accessoires et de fringues. Hein. Pas que de la fringue moto, hein. On a même des bijoux. Hein, voilà. Décidément, on a plein de points communs. On a des t-shirts. Là, je suis entièrement habillé chez moi. D'accord. Donc, on peut venir aussi chez Oli pour tout nu. On arrive tout nu. On repart. Tu repars avec une casquette. Voilà. On distribue pas mal de. Ouais, tu sais ça. T'arrives à poil et tu repars avec des fringues, le casque, les gants. Et une moto. Voilà. Et la particularité aussi, c'est d'avoir cet atelier derrière une barrière. Donc ça veut dire que les préparations se font aussi devant toute personne qui vient dans le shop. J'ai rien inventé. Je me suis inspiré des restaurants. On adore voir ce qui se passe en cuisine. Je trouve que le magicien qui est le technicien après-vente, on a tendance à le mettre de côté. Moi, Thierry, je le mets en avant depuis qu'on travaille ensemble, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc oui, c'était important en effet d'ouvrir l'atelier sur le shop. Et c'est le cas, hein, tu l'as vu, il y a vraiment une verrière à l'ancienne. Et les gens rentrent parfois, on commente un petit peu ce qu'on fait, le travail en cours. Non, ça plaît beaucoup. Oui. Alors Laurent,
être implanté à La Teste, et je dis ça devant le maire adjoint, c'est pas plus compliqué que si Oli avait existé en région parisienne, où il y a un bassin de clientèle forcément plus important. C'était un pari quand même. C'était un pari, honnêtement. J'ai fait passer mon rêve perso avant le boulot, je vais être honnête. Je voulais tellement venir vivre ici, je voulais tellement sortir de cet environnement parisien qui m'a apporté beaucoup, mais dans lequel je ne me retrouvais plus. Donc j'ai fait une étude de marché en 2016, un peu au doigt mouillé. J'ai pris des IMAT de moto dans la région, etc. Je dis ça devrait le faire, mais honnêtement j'avais tellement envie, plus rien ne pouvait m'arrêter. Et puis on a démarré en mai 2018. Et puis on a eu raison de le faire. On a eu raison de le faire. Je vais simplement en dire sur ce qu'est Laurent, et finalement il est assez à l'image de ce que nous attendons. C'est-à-dire que cette région, la Teste entre autres, et le Pilat plus dans la Teste, a une attractivité exceptionnelle. Et on est heureux de voir ce genre d'initiative, souvent conduite par des jeunes. Laurent, je te qualifie encore de jeune, tu as fait un peu la moitié du chemin. Dans un an, je suis lycée. Voilà. Et qui prend à bras le corps un projet, qu'il implante là où il peut. Il a commencé dans la zone industrielle commerciale, qui est une des zones très importantes chez nous. Et puis là, il vient de migrer. Donc il a déjà migré la région parisienne vers la zone industrielle et commerciale, qui est une zone incroyablement développée chez nous. Et puis là, il a franchi le pas suivant, il se rapproche du cœur de la Teste, puisqu'il est juste derrière le cœur de ville, voilà, avec un projet qui n'existait pas avant, c'est-à-dire cette rénovation de moto qui est fantastique, qui est pour les motards très excitant. Moi, je lui ai moi-même confié une moto à rénover. Bon, il a complètement acheté parce que c'est un mot rêve. J'en profite, Eric, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques semaines. Tu ne vas pas la reconnaître. Alors je vais regretter de te l'avoir confié. Tu ne vas vraiment pas la reconnaître, je vais te la revendre. Je vais faire un magnifique bénéfice, je le sens. Bien. Donc très bien, oui, c'est ça l'idée de la ville, l'idée de la Teste. Bon, le Pilat, c'est la Teste. C'est ça l'idée, c'est d'accueillir tous ces gens qui ont des projets nouveaux, novateurs. Bon, la Guitoune, c'est une rénovation. Le projet Laurent, c'est carrément quelque chose qui n'existait pas. Mais c'est tout le projet de notre émission aussi, Eric Bernard, de faire découvrir ça. Ces créateurs d'entreprise, ces concepteurs, ces artistes aussi. On a Joluna qui va nous interpréter un de ses premiers titres tout à l'heure, et de montrer effectivement que tout autour du bassin, ça bouge, ça fourmille, et notamment avec des jeunes. C'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, on pouvait avoir l'image d'un bassin d'Arcachon un peu vieillissant, et on se rend compte. C'est pas simplement un lieu de résidence de vacances aujourd'hui, c'est un lieu de vie, c'est un lieu économique, c'est un lieu où on peut accueillir beaucoup d'enfants dans tous les échelons de leur scolarité. Les liaisons avec la métropole sont aisées, bon, à part la route, j'en conviens, mais surtout c'est un endroit où il y a un dynamisme nouveau, et je dis depuis 2 décennies, qui prend maintenant une vraie dimension. Bon, malheureusement, ça nous amène aussi trop de monde parfois, mais on doit choisir entre personnes ou trop de monde. On a choisi trop de monde. Alors Laurent, dans ce shop, il y a une ambiance particulière, on va continuer à en parler juste après, parce que il y a d'autres compagnons à l'intérieur de ce shop. C'est vraiment un shop à l'américaine en fait. C'est plein de bois, c'est chaud, c'est chaleureux. Certes, on va voir Axel et Jérôme tout à l'heure de Wooden Stock. Les potes, C'était vraiment un concept que vous avez mis en place ensemble, ou c'était vraiment Moi, je suis arrivé, pardon, je t'ai coupé. Non, bien sûr. Avant de m'installer dans la zone, je suis allé voir un peu tous les commerçants autour. Il y en avait quelques-uns, il y en a toujours beaucoup. Oui. Et puis je suis rapidement rentré, j'ai poussé la porte de Wooden Stock. Et il s'est passé quelque chose, j'aime bien, Jérôme il en parlera peut-être, mais il m'a dit quand tu es rentré, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Et vraiment, on est devenus amis. Oui. En plus, il roule en Ducati. Moi, je suis un dingue de cette marque. J'en ai quelques-unes. Donc, ça a matché tout de suite. Avec Axel, on est devenus aussi très potes. Et puis maintenant, voilà, ce sont mes amis. Et puis, lorsqu'on a eu l'opportunité de ce nouvel emplacement, je suis allé les voir en leur disant bon, on est bien là, mais on serait peut-être mieux là-bas, quoi. Et puis moi, tout seul, ça fait beaucoup. J'avais 200 mètres carrés. D'un seul coup, on avait 600 mètres carrés qui s'offraient à nous. Voilà, on a passé quelques soirées à y penser, vraiment, c'était angoissant, c'était lourd comme un gros pari, investissement aussi, il faut dire les choses. Et puis on a dit allez, on le fait, parce qu'au pire, bon, nos clients ils vont continuer de venir, qu'est-ce qui peut nous arriver, c'est qu'on en aura peut-être des nouveaux, et c'est ce qui se passe. On est vraiment mieux placé, donc toi tu connais bien Eric, on est vraiment super bien placé, et puis voilà, on a démarré ensemble, et les 2 univers marchent super à 200%. Bien, On passe nos journées à remercier les gens qui nous disent mais c'est super, quoi. Alors il y a un petit, à l'entrée il y a un petit food truck, parce que le petit joke, ça s'appelle Hollywood.
Voilà. Ah oui, Oli et Woodenstock, on a fait Hollywood. Voilà, tout simplement. Dominique, tu ne connaissais pas le lieu, toi? Pas du tout. Non. Pas encore. Ça t'a donné envie d'y aller? Peut-être une idée de... J'ai très envie de refaire de la moto, mais il faut que j'arrive à convaincre mon épouse, parce que c'est ou elle ou la moto, donc ah non, alors, je vais la garder pour le moment. J'ai été motard. Tu peux y aller rien que pour le plaisir. Oui, mais moi je suis un fou de moto. C'est un bel endroit. J'ai tourné une émission récemment en Argentine avec Florent Pagny, et on a reparlé de sa collection et de ce qu'il a mis en œuvre du côté de Rouen, là où il retape les Vincent. Ouais, absolument. Les Vincent et les Triomphes, et il a une collection extraordinaire. Un vrai passionné, Florent. Ouais. Alors on va découvrir vos compagnons Axel et Jérôme Delarue de Woodenstock dans un petit instant, mais d'abord c'est Joe Luna qui est avec nous pour illustrer musicalement cette émission pendant toute cette heure, et qui va nous interpréter le titre qui fera l'objet de son troisième single, Que Paso. À toi, Joe. Yo quisiera despertar, ver de nuevo el sol nacer y poder estar contigo. Ya está, el amanecer. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué ha pasado entre los dos? Me llenaste de amor, ya está, de tu pasión. Todo nuestro fue un placer y tuvo que suceder. Si algún día tú decides no volveremos a ver. Yo quiero estar contigo, desnudarte otra vez. Quiero volver ayer. Dame un poco más de ti. Quiero un poco más de ti. Tengo en mi mente constante y presente y no puedo dormir. Tengo el aroma de tu piel en mi piel y no puedo vivir. Yo quiero estar contigo de nuevo otra vez. Quiero tenerte cerca y hacerte el amor. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué ha pasado entre los dos? Me llenaste de amor, ya está, de tu pasión. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué ha pasado entre los dos? Me llenaste de amor, ya está, de tu pasión. Joe Luna qui est avec nous tout au long de l'émission et dont on découvrira un petit peu la genèse et le parcours à la fin de cette émission. Une émission que vous êtes désormais plus de 200 000 à suivre. Merci de cette fidélité. Myriam, c'est grâce à toi, je le sais bien. Oh. C'est pas moi, mais c'est aussi grâce aux invités merveilleux qu'on a tout au long de ces émissions, aux personnes qu'on découvre. Absolument. Éric Bernard est avec nous ce soir. Vous êtes maire adjoint de La Teste, Éric, et délégué au PILA. Oui. Merci de nous accompagner. Puis notre copain Dominique Chapat, amoureux du bassin. On découvrira un peu pourquoi et comment tout à l'heure. Dominique, tu nous raconteras comment tu es tombé amoureux de notre belle région. Axel et Jérôme Delarue, donc vous êtes les copains de Laurent Mantel, c'est vous qui avez créé Woodenstock. Tout à fait. Alors Woodenstock, c'est d'abord et avant tout des meubles. Il y a à la fois des meubles de déco, vintage, de récupération, de fabrication. Expliquez-nous un petit peu. C'est beaucoup de choses en fait. Jérôme est menuisier, donc il fait des meubles. Et on a commencé donc avec un atelier à faire des meubles. Et puis quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'on chinait beaucoup, on aimait la déco. Et donc du coup, c'est parti comme ça. On a commencé à chiner des meubles qu'on a transformés. Et puis chiner des objets pour aller avec les meubles qu'on transformait. Et puis on fabriquait. Et puis on a commencé à travailler pour le particulier. Et pour le professionnel, on a fait pas mal de restaurants, de boutiques, de choses comme ça. Alors c'est un lieu Woodenstock, où l'on trouve à la fois des meubles chinés et puis aussi des meubles que Jérôme transforme, voire crée de toutes pièces. Il y a beaucoup de meubles qu'on crée de toutes pièces parce qu'on essaie justement d'arriver à inculquer notre ambiance dans du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout le temps à transformer l'existant. Des fois il faut s'adapter aussi à l'environnement, mais on arrive aussi à apporter notre univers. Et un univers plutôt industriel. Pas forcément industriel. Alors, il y a pas mal une thématique meuble industriel. En fait, on ne se disperse pas énormément. En fait, on a des époques phares qu'on aime vraiment.
et des styles qu'on aime vraiment. On peut très bien faire de l'art déco, on adore l'art déco. On adore les années 50 américaines, on adore les années 60, les années 70. Et après, à partir des années 80, ça commence à s'estomper un peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a une période entre 1900 et 1970, vraiment c'est notre période de prédilection. Et là, on va aimer plein de styles, pas forcément de l'industriel. Alors, d'où vous est venu ce savoir-faire? C'est une histoire familiale? Ouais, moi je suis autodidacte, mais en fait j'ai grandi dans l'atelier de mon grand-père. Et mon grand-père c'était Léonard de Vinci. C'était Léonard de Vinci et Michel-Ange. C'était ces hommes qui savent tout faire. Il était peintre, sculpteur, menuisier, ébéniste. Il faisait l'encadrement, il savait souder, il travaillait l'acier, il travaillait le cuivre, il travaillait le laiton, il travaillait le cuir. Il savait tout faire. Et moi j'ai grandi dans son atelier. Tous les soirs j'y étais en sortant de l'école et je les regardais faire. Et j'ai pris goût à travailler toutes les matières, à les mélanger parce que vous apprenez, il essayait de transmettre ce qu'il savait faire. Il était hyper pédagogue. Il faisait ramasser tous les outils. Il fallait savoir à quoi ça servait. Non, mais ouais, j'ai appris avec lui. Quoi. Il savait tout faire. Il était peintre, il a été peintre à la Marine nationale. Il savait sculpter. Pour moi, c'était. Quand j'en parle avec le recul, ça me rappelle ces gens comme Léonard de Vinci qui était peintre, sculpteur, inventeur. Mon grand-père n'achetait pas d'outils, il les fabriquait, il les inventait. D'accord. D'ailleurs, tu le fais aussi. Et je le fais aussi. La génétique. Hein. Ouais, quand on ne trouve pas, mais je fabrique ou j'invente. Voilà. Alors en fait, si je comprends bien, vous faites comme d'ailleurs Laurent avec les motos. Si on a une envie, Eric, Dominique, Myriam ou moi, d'un meuble, vous êtes capable de le faire voilà, from scratch. Ouais. Alors après, il n'y a pas de CAO, il y a beaucoup de choses qui sont là. Il ne faut pas que je m'endorme, parce que sinon les plans disparaissent. Mais on peut faire. Enfin, moi, comme je dis, on est spécialisé dans le mouton à 5 pattes en fait. On fait tout ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs, sinon il n'y a pas d'intérêt. Si ça existe déjà ailleurs, l'inspiration elle vient moins facilement. Quoi. Et donc pour vous, c'était d'après ce que nous a dit Laurent, une évidence que de vous associer au niveau du lieu en tous les cas et de créer un univers bien spécifique, un univers qui existait déjà, qui était déjà très, très bois, hein, avec un parquet qui est là depuis longtemps, mais pour vous c'était une évidence de vous mettre ensemble et de créer cet univers très particulier. Ça a été une évidence très rapidement. En fait, le jour où Laurent est rentré dans le magasin, la première fois, j'avais entendu parler d'un concept store, une concession Royal Enfield avec un concept store derrière. J'en avais entendu parler parce que je suis du coin, donc tout se sait. Et quand je vois rentrer ce gars qui garde sa moto devant, je rentre, il fait « C'est toi qui ouvres une concession Royal Enfield avec un concept store ?» Il me dit « Ouais ». Je savais que c'était lui. Voilà. Et en fait, il s'est installé à 100 mètres de chez nous. Et l'ambiance de son shop, c'était l'ambiance qu'on aime. Lui, il aimait l'ambiance d'une autre. Et rapidement, c'est des sujets qu'on abordait. On se dit un jour, il faudra qu'on fasse un truc ensemble. Quoi. Mais on vous avait dit qu'il était aussi difficile à vivre, qu'il avait un sale non, ça, on ne serait pas venu. Je le dis parce qu'il est parti. Hein, Plus sérieusement, c'est quoi le profil d'un client de Wheel & Stock? Il y en a de toutes sortes ou vous avez un type de client assez particulier qui fait appel à vous? Non, il y en a vraiment de toutes sortes. Alors il y a les gens qui passent qui sont attirés par les motos parce que c'est vrai que sur la terrasse il y a beaucoup de motos et ça attire toujours l'œil, même des gens qui ne sont pas motards parce que ces motos elles sont juste magnifiques. Ouais. Et puis il y a des gens qui nous cherchent, qui nous trouvent sur le site parce qu'ils veulent du meuble sur mesure, parce que voilà. Il y a aussi des gens qui aiment tout ce qui est vintage. Et Laurent, avec ses motos préparées, ses motos vintage, nous on a tout ce côté aussi vintage. On a des distributeurs Coca-Cola des années 50, on a vraiment des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Et on est vraiment heureux d'avoir ça sur le bassin. Et les deux ensemble, ça match vraiment, quoi. Après, on a une clientèle, on a des jeunes qui viennent acheter une casquette parce que c'est branché la casquette de chez Oli. Et ils viennent m'acheter des bijoux parce que j'ai fait un petit côté un peu plus féminin. Oui. Voilà, avec un petit peu de prêt-à-porter. Exactement, des petites robes, des petits bijoux, avec des créatrices en plus. Et c'est sympa et c'est un petit côté un peu féminin. Et du coup, après on a aussi des gens qui ont la soixantaine, qui sont à la retraite, qui viennent habiter sur le bassin et qui veulent du meuble sur mesure, de la déco. Du coup, il y en a pour tout le monde, quoi. Quand monsieur vient faire réparer sa moto à côté, madame peut je l'habille, chercher un petit bijou. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a tout cet aspect donc, qui est important aussi chez Wheel & Stock, c'est l'aspect brocante quand même. Ouais. Donc comment vous vous approvisionnez pour ça? Vous continuez à faire beaucoup les foires, les puces Souvent c'est un peu compliqué depuis le confinement parce que la plupart des foires, des vides-greniers, des brocantes ont été annulées. Donc
heureusement pour nous, depuis qu'on chine, nous, on s'est créé un réseau. Donc on est souvent au courant avant les autres de ce qui va se vendre, de ce qui se trouve. Ouais, les gens nous appellent et nous proposent des choses. On a des gens, on a des contacts qui se trouvent de plus en plus loin maintenant. On a des contacts en Belgique, dans la France un peu partout. On a des contacts à l'étranger. Et en fait, nous on fait de la brocante, mais c'est pas la brocante de bric-à-brac, c'est vraiment la brocante de dépôt. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est l'objet. On cherche le truc qui n'y a pas, quoi. Ou le truc qui va vraiment faire. Qui va dégager des émotions, quoi. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je suis tombé amoureux d'un distributeur Mentos parce qu'il y avait le même dans le polo du lycée Grand-Air, quoi. Et en attendant, moi, ça m'a touché, mais tous les gens qui rentrent, d'ailleurs, on l'a vendu, ce distributeur Mentos, mais tous les gens qui rentrent se disent « Ah, il y avait le même sous le polo de mon lycée. » C'est des trucs qui vont déclencher une émotion, quoi. Et puis comme on chine toujours à deux, il y a quand même le côté masculin de Jérôme, il aime tout ce qui est voiture, moto, garage, donc pompe à essence, des choses comme ça, auxquelles moi je suis un peu moins sensible, et je vais être plus sensible sur des choses un peu plus féminines, donc du coup on se complète assez bien. Belle harmonie. Ouais. Ah non, puis on en revient tout le temps même. Moi j'aime les pompes à essence, mais une pompe à essence des années 30 aux États-Unis, c'est de l'art déco, quoi. Bien sûr. Oui. C'est de l'art déco, c'est que vous regardiez le front de mer à Miami ou une pompe à essence des années 30 ou une Mae West des années 20, c'est de l'art déco, quoi. Tout à fait. C'est artistiquement, on est tout le temps dans la même chose, quoi. C'est des choses qu'on a perdues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les objets, c'est Bagdad Café. C'est ça, exactement. Ils sont rapidement obsolètes et ils ont beaucoup moins de cachet. Dominique, vous aimez tout ce côté un peu brocante, vieux meubles? Moi, je suis ravi de croiser leur chemin aujourd'hui parce que c'est ma vie quotidienne sur les tournages, notamment aux États-Unis. Et puis les week-ends, quand je suis parisien, je les passe aux Puces ou à l'hôtel Drouot. Enfin, moi, je vous rejoins complètement. Il y a des instants extraordinaires sur les tournages. Quand on a le temps de s'arrêter aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les antiques qui peuvent parfois atteindre la taille d'un demi-stade de football. Et où il y a pléthore d'objets. Alors il y a effectivement des objets liés à l'automobile, il y a des objets ménagers, des vieux presse-fruits et tout. Et je te dis pas, quand on rentre, on achète des malles chez Walmart, malles en plastique, et on bourre ça. Moi j'ai rapporté des distributeurs de chewing-gum, mes réalisateurs ils ont rapporté des feux rouges. C'est un truc de fou. Mais alors, il y a quand même le défaut de la cuirasse, c'est que maintenant avec Internet, ils connaissent tous les prix. C'est exactement ça. T'arrives au fin fond de l'Oklahoma, tu te dis là, je vais faire une superbe affaire. Ah non. Le gars, il a répertorié le truc et il sait pertinemment. Alors, en plus, quand tu es européen, il se dit, il est peut-être marchand, il va peut-être le revendre. Il sait pertinemment ce que ça vaut. Mais tu peux faire encore des beaux achats. Quand même des beaux achats. Très beaux achats. Donc, et tout le monde est content. C'est du win-win, comme on dit. Oui, exactement. Oui. Donc, doublement envie d'aller les découvrir, quoi. Entre les motos et les meubles. On sera ravis de vous accueillir. Quand la route sera plus calme, parce que là, c'est chaud en ce moment. Difficile. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et bravo de vivre dans votre vie, parce que c'est une belle vie. Axel et Jérôme de la rue. Et donc vous pouvez aller les découvrir, Wooden Stock, à côté de Holly Motorcycles. On est mélangés, on est dans le même bâtiment. On peut vous trouver aussi sur Internet, bien entendu, pour ceux qui sont un peu plus loin. Dans un instant, on va tout savoir sur le Pilat et son maire adjoint, Éric Bernard. On marque une petite pause de publicité et on revient tout de suite. Ne bougez pas surtout.
swear I'm yours. C'est la 4e émission estivale de Le Bassin est à vous. On est au Pilat aujourd'hui avec Myriam dans ce magnifique hôtel La Guitoune, un hôtel 4 étoiles, un hôtel mythique du Pilat dans les années 40 à 70, ressuscité depuis 3 ans d'ailleurs. Il s'est passé beaucoup de choses en 2017 puisque Laurent Olly, il a créé Olly Motorcycle, Laurent Montel, pardon, il a créé Olly Motorcycle en 2017. Jérôme et Axel Delarue, ils ont créé leur boutique Wooden Stock en 2017. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Au Pilat en 2017, Eric Bernard, mais vraiment une effervescence assez particulière. Vous êtes avec nous, vous êtes conseiller municipal de La Teste, délégué au Pilat et à la sécurité. La sécurité, on va en parler aussi. Merci d'être avec nous et puis merci à Dominique qui nous accompagne depuis le début de l'émission, Dominique Chapat. Merci de vous supporter. Connaissez tous, même si vous n'aimez pas spécialement la voiture, parce que ça fait, je sais pas, 3-4 ans qu'il occupe quand même les écrans sur M6. Hein. 3-4 ans. Un peu plus, non? Oui, ça fait 34 ans. Tu étais dans le bon repère. Je disais 3-4 ans parce qu'on essaie toujours de se rajeunir un petit peu. Oui, mais à un moment, on ne peut plus tromper personne. Alors Eric Bernard, donc on parle du Pilat, on est au Pilat. Alors on rappelle évidemment que le Pilat n'est qu'une partie de cette magnifique commune, l'une des plus grandes de France, qui est La Teste. Tout à fait. Vous êtes depuis, c'est votre 2e mandat de conseiller municipal et vous avez été élu sur la liste de Patrick Davet. De Patrick Davet qu'on a reçu la semaine dernière. Exactement, vous avez revu le maire la semaine dernière. Vous me voyez en tant que délégué à Pilat-sur-Mer et à la sécurité. Je crois que ce sera un 2e chapitre. On va parler du Pilat. On commence par parler du Pilat. On va dire d'abord que Eric est un ancien pilote de ligne, tout juste retraité. Tout juste, voilà, ça me fait plaisir. Il faut que ça reste toujours tout juste. Oui, tout à fait. Absolument. Et cette passion pour la politique locale, vous est venue comment? Oh, bah, écoutez, c'est facile de devenir amoureux de cet endroit. Vous y vivez depuis plus de 20 ans, c'est ça? Comment? Vous y vivez depuis plus de 20 ans. Alors, mon métier m'a fait découvrir quasiment tous les endroits du monde. Ce serait prétentieux de dire tous, on va dire presque tous les endroits du monde. Eh bien, écoutez, pour moi, le plus bel endroit du monde, c'est ici. Donc, pourtant, les référentiels, j'en ai eu d'autres. Je pense que c'est ici la magie de ce site. Ceux qui passent ici deviennent toujours amoureux. Donc, par contre, c'est pas toujours facile d'y accéder parce que malheureusement, c'est un peu contenu. Bon, donc c'est une ville, c'est un village, donc la ville sous les pins, le village sous les pins, comme on aime l'appeler, parce que ça s'est construit effectivement dans un cadre magique, dans la forêt, dans une forêt de pins. C'est situé au sud d'Arcachon, c'est en appui sur la dune qui est derrière nous. Ça représente à peu près 4 km, 800 mètres ici, c'est Arcachon un peu plus loin, 3 km par là-bas, c'est la dune, et 200 mètres, la plage est parallèle à nous. Donc c'est un endroit où la magie de la vie côtoie la magie du paysage. Vous avez des sites remarquables sur le bassin. La dune, bon, c'est un des endroits les plus visités des sites. On va en parler après. Tout à l'heure. Et puis vous avez donc une population qui historiquement étaient plutôt les gens qui venaient y passer leur bon temps en période estivale, et aujourd'hui c'est plus vrai. L'image de ces jeunes entrepreneurs que nous côtoyons ce soir en est le reflet. Je crois que la ville bouge énormément, toute la ville de La Teste bouge et le Pilat bouge avec ses atouts. Alors, on est ici dans un restaurant de La Guitoune, il y en a d'autres un peu plus loin. Il y a des endroits où les jeunes aiment se retrouver le soir, des bars de nuit, il y a des boîtes de nuit aussi, et puis il y a ce plan d'eau qui accueille tant par la voie maritime que par la voie terrestre tous ces plaisanciers, tous ces amateurs de la mer. Nous avons des voisins en face qui sont très sympathiques. Très sympathiques. Voilà. Pas d'antagonisme. Non, pas du tout. Il y a parfois une petite jalousie de l'un vers l'autre dès lors qu'on découvre que l'autre côté est pourvu d'un atout qu'on n'a pas tout à fait au même niveau. Mais c'est une belle concurrence. Et puis c'est une amitié à l'identique de l'amitié que nous partageons avec Arcachon. Alors justement, Eric Bernard, moi, vous savez, tout le monde le sait, je suis ferré-capien, amoureux du bassin d'Arcachon comme vous. Si vous deviez définir le Pilat par rapport à Arcachon, par rapport à Gujan, par rapport au Cap-Ferret, quelle est sa particularité au Pilat? Il y a un état d'esprit particulier, à part la dune, bien entendu. Oui. Bon, état d'esprit particulier, bon, je pense qu'il y a un esprit de village ici. Comme je crois que ça arrive aussi dans les communes de voisinage, les Arcachonnais sont Arcachonnais, les Pilatés sont Pilatés, et les Pilatés se sentent parfois un peu différents des Testerins. Ce qui amène la gestion de la commune
parfois un peu difficile parce que chacun a son caractère. Donc je crois que c'est la première caractéristique, mais qui est simplement la géographie. La géographie impose une qualité de comportement et de vie. Donc la caractéristique d'ici, bon, bien sûr, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une ville sous les pins ou un village sous les pins. C'est-à-dire que la majorité des résidents, ce sont des maisons individuelles, souvent qui sont très protégées, dans un cadre qui est privilégié, avec une architecture qui a été relativement homogène. Je citais tout à l'heure Daniel Meller et Louis Gaume. Louis Gaume, bien sûr. Le premier, le créateur entre guillemets de l'entreprise Louis Gaume, qui ont finalement dans la durée imposé quelque chose qui est assez stable. Il y a très peu d'immeubles. Il y a très peu de logements. Et ça a été très bien préservé, effectivement. Préservé, les pilatés, ils sont attachés. Il n'y a pas que les pilatés, il y a aussi nous-mêmes, en tant qu'élus, on y est attachés. C'est l'objet très clairement de... oui, ça fait partie des enjeux, là, en ce moment, qui sont en train d'être travaillés, en tous les cas. Hein, garder ce patrimoine architectural. On a justement un objectif, c'est d'obtenir un classement de sites patrimonial remarquables, qui impose, au-delà du PLU, qui impose une façon de faire, une façon d'être et une homogénéité en matière de construction. Est-ce que ça veut dire ça, Éric Bernard, qu'il y a ces fameuses villas Gaume qui sont très caractéristiques du Pilat et qui effectivement font partie de ce patrimoine? Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être aujourd'hui très compliqué de faire autre chose si on achète un terrain ici, si on rachète une maison, de faire autre chose que ce style Gaume? Non, je crois que ce n'est pas le cas. Je pense que il y a très clairement une majorité de ce style qui est moitié basquet, moitié landais, qui est la marque de la famille Gaume. Maintenant, il y a d'autres bâtiments qui sont raisonnablement intégrés dans le paysage. Non, je crois que ce qui est important surtout, c'est de préserver le côté naturel du territoire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bétonnage au sens des surfaces, c'est-à-dire qu'on protège la pleine terre. La pleine terre et les arbres. Voilà. Les arbres, on veut les protéger. Je crois que c'est vraiment l'orientation politique qui est prise. Maintenant, les constructions seront raisonnablement modernes, raisonnablement intégrées en tout état de cause et surtout protégeront une cohérence et un voisinage. Je crois que c'est ça l'orientation qu'on souhaite avoir. Alors effectivement, il y a un phénomène de rareté des choses comme elles sont. C'est-à-dire que ça deviendra forcément quelque chose qui ne sera pas nécessairement accessible à tous. Alors, on a une politique d'ouverture vers des besoins qui sont différents, qui sont accessibles à un plus grand nombre, mais qui ne seront pas nécessairement sur ce territoire. Je crois que c'est ça qui est important. C'est garder l'esprit vert à ce village. Oui. C'est là l'endroit où on a détruit un peu la verdure, notamment au centre-ville de la Thèse. Ce serait recréer un poumon vert au centre-ville de la Thèse. C'est cette orientation qui va dans le sens de l'écologie, dans le sens du bien-être et dans le sens de la beauté. Pourquoi s'en priver? Donc, ce qui est beau, on le garde, on le protège. Ce qui n'est pas assez beau, on l'améliore. C'est ça la détermination. Bonne philosophie. De cette équipe aussi. Justement, par rapport à ça, vous parliez tout à l'heure de la dune, parce que c'est quand même la plus haute dune de sable d'Europe, même si elle a un petit peu descendu. De quelques mètres. De quelques mètres, mais sinon, voilà, 111 mètres, quelque chose près, 110 mètres. Je crois que 108, mais on sait pas très bien. On va dire 110. À 110, on est sur la moyenne. Oui, avec tout ce qui se passe l'hiver, l'érosion, etc. Oui. Important de préserver ce patrimoine, mais du coup, alors pour les gens qui ne sont pas d'ici, parce qu'ils sont quand même nombreux, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pascal, on a plus de 200 000 vues, et c'est pas seulement les gens du bassin. Pilat, P-Y-L-A, oui, pour la ville, et P-I-L-A-T pour la dune. Oui, c'est exact. Allez, juste un petit cours historique, c'est possible. Oui, alors l'historique, j'aurais peut-être du mal à vous le situer. Le Pilat, P-I-L-A-T, ça vient du latin, je crois. Ça voulait dire à l'époque tas, le tas de sable. Donc, voilà. Maintenant, Pilat, c'est la création de Daniel Meller, qui a voulu donner finalement un nom qui ressemblait sans être le même, et puis peut-être avait-il lui-même été déjà américanisé. Le grec, ça fait venir les Américains. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Enfin, il faut lui poser la question, il n'est pas là pour le répondre, mais je pense qu'il y a quelque chose de cela. C'est-à-dire donner une identité, peut-être qui se distingue de la dune elle-même, qui est un patrimoine national. Oui. En tout cas, cette dune que Dominique et moi d'ailleurs montons à peu près 3 fois par semaine pour garder la forme. En avant, en arrière. Voilà. En roulade. Vous n'êtes pas les seuls. En année pleine, il y a pas loin d'1,5 million, pas tout à fait. 1,4 million personnes. Vous poser. Voilà. Près d'1,5 million de visiteurs chaque année. Ils étaient, je crois, à peine 150 000, 10 fois moins il y a une trentaine d'années. Donc ça veut dire qu'effectivement,
cet afflux de visiteurs ne cesse pas et augmente encore chaque année. Est-ce que c'est gérable et est-ce que c'est possible de continuer de préserver ce patrimoine formidable qu'est la dune du Pilat en maintenant une activité touristique aussi élevée? Alors, je crois qu'elle était là avant nous. Je pense qu'elle restera après nous. Bon, maintenant, on essaie de protéger au mieux et de permettre les accès dans les meilleures conditions. Alors, nous avons, par plaisir, nous avons à peu près eu l'année dernière, en 2020, je ne parle pas de cette année, en 2019, pardon, je ne parle pas de cette année 2020 parce qu'il y a 3 mois qui ont été neutralisés et je dirais les conséquences de cette déconfinement, pardon, on n'en mesure pas encore les effets. Mais sur l'année pleine 2019, on avait une augmentation des accès par voie cyclable, donc des cycles, qui ont augmenté de 45%, donc c'est considérable. Donc ça contribue aussi, je dirais, d'une façon générale, à ce que, en matière donc, de gestion carbone, etc., les gens viennent plus en cycle qu'en vélo. Et puis, alors on n'est pas capable de dire combien, parce que ce que l'on mesure là, ce sont les gens qui prennent les accès, je dirais, qui sont entre guillemets balisés, en tout cas sur lesquels il y a un décompte qui est possible. Il y a certainement, et c'est clair, des accès qui se passent par toutes les voies latérales, parce que c'est un site qui n'est pas fermé. Et ça. Alors, le protéger, je pense que la nature est plus forte que nous. Vous savez qu'elle recule de entre 1 mètre et 5 mètres par an sur la forêt et donc progressivement engloutit ceux qui y sont adossés. Ça, c'est pas très heureux, mais on n'arrivera pas à la retenir. Pardon. On a essayé, on n'arrivera pas à la retenir. Bon, en même temps qu'elle monte, elle descend en fonction des grés du vent et des tempêtes. Alors, aujourd'hui, ça se passe bien. Bon, dire que tout est parfait, c'est pas vrai. On préférerait qu'il y ait un petit peu moins de dégradation. Le syndicat donc, qui gère la Grande Dune met tous ses moyens pour à la fois organiser les rentrées, les sorties, les parkings pour les voitures, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incivilité, de petites dégradations du style les bouteilles cassées, les verres. Mais... Alors profitons de ce moment. Si vous aviez un conseil, une recommandation à donner aux touristes qui ne connaissent pas encore la Dune et qui vont y venir, qui ont le projet d'y venir prochainement, une demande à leur faire en termes justement de Alors, moi je leur dirais d'abord, venez en vélo, ça vous fera du bien, puis ça vous échauffera pour la montée. Deuxièmement, protégez-la, c'est-à-dire ne laissez pas sur ce territoire voilà, des papiers, des plastiques, des bouteilles, des containers divers et variés. Je crois que c'est cela. Respectez simplement la nature, ce qu'elle vous a donné, ne l'abîmez pas pour les successeurs. C'est très simple en fait, vous savez, simplement faire preuve de civilité. Vous êtes délégué au Pilat, mais vous êtes aussi délégué à la sécurité un peu partout autour du bassin d'Arcachon cet été. On constate une augmentation des incivilités. Est-ce que c'est quelque chose contre lequel on peut lutter efficacement et si oui, par quels moyens? Alors là, vous abordez un sujet difficile. Bon, je crois que les incivilités, malheureusement, il n'y a pas qu'ici qu'il y a un accroissement des incivilités. Ici, c'est-à-dire Arcachon, la Teste, le Pilat, etc. Je crois que c'est un phénomène assez national. Le comportement, je dirais, de certaines catégories de citoyens n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère. En tout cas, ils ne protègent pas les sites et ils se prêtent à quelques actions qui sont assez dommageables. Alors, les solutions, il n'y en a pas. Personne n'en a trouvé, sinon on serait tous ravis de dire qu'il n'y en a plus et on résorbe la chose. Donc, ce qu'on observe très clairement cette année, peut-être plus que les autres années, c'est que nous avons accueilli au mois de juillet énormément de nouveaux arrivants qui viennent peut-être de la ville de Bordeaux, de la métropole bordelaise, et qui, pour des raisons différentes, sont venus ici peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, puis peut-être parce qu'ils découvraient le bassin. Alors ces personnes à la fois nombreuses, de toutes les catégories sociales, ne sont pas forcément intégrées comme nous souhaiterions qu'ils le soient. Et je parle plus près du micro, parce que je pense qu'on ne m'entend pas bien. Si, on vous entend. Pardonnez les auditeurs et spectateurs. Donc je crois que ces incivilités sont toute nature. Alors ce qui est particulier au Pilat, je l'ai cité tout à l'heure dans la présentation, c'est que nous avons pas mal d'établissements de nuit, donc qui accueillent une population à la fois jeune, qui a des goûts parfois assez avancés pour l'alcool, notamment, puis peut-être parfois quelques drogues légères. Ces populations, à 2 h du matin, ont été obligées de les faire sortir de cet établissement. Qu'ils se retrouvent à la rue. Peut-être que la nuit, pour eux, n'est pas encore engagée, donc ils souhaitent, se réunissent et ils perturbent par le bruit, par quelques attitudes qui ne sont pas exceptionnelles, le voisinage.
Ça, c'est la réalité de cette année. Bien se rapprocher. Il y a moyen de lutter contre ça, en tout cas de limiter ces dégâts? Il y a de la pédagogie à faire. Le modèle répressif ne donne pas toujours les effets qu'on espère, donc on n'est pas dans ce modèle-là. Bon, on intervient quand il est nécessaire d'être fait, les polices municipales, la police nationale, renforcées par des effectifs parisiens comme c'est prévu tous les ans. Quelques CRS contribuent à cela. La gendarmerie nautique sur le bassin aussi relève des infractions qui sont assez peu coutumières. Nos infractions, je dirais, c'est de ne pas avoir les papiers, c'est de ne pas avoir les équipements de secours complètement à jour. Enfin, on est tous répréhensibles, hein, soyons clairs, mais bon, on n'abîme pas, on essaie d'être courtois et poli. C'est pas, malheureusement, cet été, on a quelques dérives qui sont pas acceptables, disons-le, et il nous arrive donc d'être obligés de passer par des procès-verbaux, quelques interpellations. Alors, il n'y a pas de solution. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque jeune, chaque personne qui nous déplaît, c'est pas possible. On fait au mieux et on a resserré nos collaborations avec toutes les unités qui contribuent, notamment nos voisins, et Arcachon, parce qu'Arcachon, le Pilat et Arcachon l'attestent, ça se touche partout. La frontière n'est pas... La frontière, elle n'est qu'administrative finalement, elle n'est pas réelle quand on regarde sur le territoire géographique. Et donc on est en pleine collaboration pour faire en sorte que ça ne se passe pas ni chez l'un ni chez l'autre, et je dirais même ni sur nos amis goujanais, qui sont aussi de l'autre côté de notre territoire. Pour revenir sur la dune, Dominique, vous êtes déjà venu faire des tournages en haut de la dune dans vos émissions? Ça vous a déjà inspiré? Non, pas évident évidemment de monter les choses. Pas facile de monter une voiture là-haut. Non, on a tourné du côté du fameux camping. Oui. Ils tournent encore, non? Ils vont retourner encore ou... Moi, j'en ai pas entendu parler, peut-être. Cette année, tout est éteint. Ah, bon, d'accord. La suite. C'est sympa parce que tout ça met en avant et d'une façon très sympathique. Ça nous a amené beaucoup de visiteurs d'ailleurs. Je crois que le camping lui-même est heureux de voir tous ces gens qui prennent en photo le camping, puis finalement ils rentrent à un moment donné. Au bout d'un moment, c'est alors, ça. J'interviens, pardon. Du côté du Cap Ferret, on s'émeut beaucoup des interdits qui sévissent de plus en plus sur les bancs. Et le banc d'Arguin en particulier. Maintenant, on privilégie effectivement la faune. Et le territoire d'accès est de plus en plus restreint. Sinon... Oui, ça vous ennuie? Ah, ça m'ennuie pas. Ça ennuie certains... Ah, ça m'ennuie. Non, ça m'ennuie pas parce que quand je vois à quoi se livrent des fois les gens, je me dis finalement, on n'a pas tort. Oui, c'est toujours pareil. Hein. C'est les excès des uns qui condamnent les autres. Tout à fait. Alors, la difficulté du banc d'Arguin, on parlait du banc d'Arguin et des autres bancs, c'est un endroit qui est protégé pour la faune, notamment animale et pour les oiseaux marins. C'est géré par ACPenso. ACPenso, c'est un organisme public qui nous échappe un peu. Nous avons fait une émission justement avec Yann il y a quelques temps pour présenter un petit peu tout ça. Très clairement, se trouvent sur le bassin différentes catégories de personnes. Il y a les pêcheurs, les ostréiculteurs, les plaisanciers et d'autres catégories de personnes qui ne sont que de passage. Les professionnels aussi qui assurent les transports maritimes, etc. Il faut qu'on trouve la solution. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, trop d'excès dans un sens ne résout pas le problème. Alors il y a des mouvements de va-et-vient. On a l'impression que cet été ça se passe un petit peu mieux, en tout cas qu'il y a moins de... Il y a moins de tension entre ceux qui veulent... Vous remarquez que mon oui, il n'est pas franc et massif, il est politiquement correct. On va rester positif. Non, je dirais qu'il faut trouver l'équilibre entre... c'est la protection de la nature, on est tous d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse dire qu'on n'adhère pas à cette idée-là. Donc il faut trouver l'équilibre. Non plus, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Donc il faut trouver un dialogue harmonieux entre toutes les tendances, faire en sorte que l'écologie soit partagée par tous, mais qu'elle ne soit pas imposée par certains. Je crois que cette démarche-là, c'est la démarche qu'on essaie d'entretenir, de créer avec un peu plus de confiance et un peu moins d'aspect répressif parfois, qui dérange beaucoup les plaisanciers, qui ont connu quand même une autre histoire. Parce que les plaisanciers depuis 30 ans ont connu un accès au banc d'Arguin plus aisé qu'aujourd'hui. Et même si certains se sont prêtés à des dérives en matière d'environnement, tous ne l'ont pas fait. Ce serait dommage de punir beaucoup pour quelques-uns. C'est une belle formule. Merci Éric Bernard, beaucoup. vous restez avec nous. On va découvrir encore d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs qui œuvrent sur la Teste et sur le Pilat. Mais avant cela, une petite récréation musicale avec notre ami Joe Luna.
Mira que deseo de tenerte cada día más y más, guardar el secreto que me diste dentro de mi corazón. Si te vas a marchar, no me enseñes tu cuerpo. Si te vas a marchar, no me entregues tu cuerpo. Me sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Bésame, bésame, bésame. Me sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Bésame, bésame, bésame. Y mira que deseo de tenerte cada día más y más, guardar el secreto que me diste dentro de mi corazón. Si te vas a marchar, no me enseñes tu cuerpo. Si te vas a marchar, no me enseñes tu cuerpo. Me sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Bésame, bésame, bésame. Me sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Bésame, bésame, bésame. Joe Luna avec ce titre Bésame. Moi j'aime bien qu'on embrasse toi aussi. Écoute, oui, ça ne me déplaît pas. Merci d'être fidèle à cette 4e édition de Le Bassin est à vous. On est au Pilat, vous l'avez certainement deviné en reconnaissant les parasols multicolores du magnifique hôtel La Guitoune qui nous accueille aujourd'hui avec nos invités Dominique Chapat, producteur et présentateur de Turbo pour les quelques-uns qui l'ignoreraient encore. Merci Dominique d'être avec nous. Et Eric Bernard, conseiller municipal de la Thèse, délégué au Pilat justement et à la sécurité, on vient d'en parler avec lui. Mais c'est Dominique vers lequel on va se tourner maintenant. Je le disais en début d'émission, tu as traversé de façon un peu épique. Courageusement. Courageusement. On sait que tu es très amateur du Cap Ferret, mais tu viens de temps en temps de ce côté du bassin et tu l'apprécies aussi. Je tourne quand la vague de touristes est partie. Je viens de tourner fréquemment, oui, je tourne du côté de notre ami les chantiers du Bourdieu, enfin c'est des endroits extraordinaires, extraordinaires. Emmanuel Martin, c'est un homme en plus passionné, quoi. Ouais. J'ai appris là que pendant la Covid, il avait évidemment exclu par la force des choses ses salariés, sa douzaine de salariés, et c'est lui qui mettait de 6h du matin à 20h la main à la pâte, quand c'était pas la nuit entière, les bateaux à l'eau, pour arriver à assumer la livraison du bateau. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'ici. On était sur du Bourdieu pour la 2e émission de Le Bassin est à vous, dans le port de la Rosse à Guillaume-Mestras avec Betty Martin, l'épouse d'Emmanuel. Vous êtes amoureux du bassin depuis longtemps, Dominique? Alors je venais y tourner parce que mon assistante sur l'émission est bordelaise. Et elle me disait, viens, il faut aller au Cap Ferret, tatati tatata. Et puis, les circonstances de la vie, j'ai épousé une bordelaise dont les parents ont une maison à Piraillan. Donc voilà, je me retrouve avec le plus grand plaisir sur le bassin chaque année. Oui. C'est un vrai. Là, on devait être aux États-Unis. Bon, on n'y est pas, mais quel bonheur. Puis en plus, on revoit les potes chaque année, on partage les mêmes sensations. On est quelques-uns à partager cet amour. Les mêmes émotions. Et là, je vous écoutais. C'est vrai que comment ne pas aimer la région, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous fais l'article. Et donc forcément, tout ça s'est transmis à votre fils, hein? Oui, oui. Alors lui, c'est un fou de la mer. Son grand-père lui a offert un petit canot style Zodiac. Alors là, il part. C'est le plus beau bateau du monde. Oui, il est heureux et il rame à longueur de journée.
Alors tu viens depuis longtemps sur le bassin, on disait. Est-ce que tu trouves qu'il change, qu'il évolue en tout cas et il y a des nostalgiques qui disent ça change trop, je ne reconnais plus mon bassin. Je n'irai pas jusque-là parce que moi je n'ai pas la connaissance ancestrale que vous avez notamment tous les deux. Mais alors si j'ai vu une évolution qui me concerne, c'est que c'est la première fois que je vois du côté du Cap Ferret autant de Ferrari et de Lamborghini. Alors là, il se passe quelque chose. Où ce sont les Girondins de Bordeaux qui s'ennuient. Et qui n'ont pas pu partir ailleurs. Ou alors la population évolue comme on a pu le constater. Moi je l'ai constaté parce que mes parents avaient une maison à Saint-Tropez. Et au fil des années, entre les années 65 et puis les années 90, on a vu l'évolution, pas toujours d'ailleurs positive. C'est pas toujours celle qu'on souhaite. Voilà, parce que c'est vrai que cette transformation de la presqu'île entraîne un mode de consommation qui n'est pas toujours compatible, je ne dirais pas avec le respect de ceux qui sont là depuis tant d'années, mais qui en même temps préservent l'île. Il ne faut pas que d'un côté, il y a ceux qui préservent la presqu'île, qui gardent le patrimoine architectural et puis l'ambiance, et puis que d'autres viennent un peu détruire avec un esprit un peu délétère s'arroger quand même un bout de la France qui est absolument fabuleux. C'est vrai que jusque-là, en tout cas tout récemment, on avait plutôt des gens qui, même avec beaucoup de moyens, étaient là parce qu'ils aimaient justement ce côté extrêmement préservé, extrêmement sauvage, et qui mettaient plutôt toute leur énergie à le défendre. On n'aimerait pas que ça change. Il a toujours été plus chic, Éric Bernard, ici, des deux côtés du bassin, de se balader en Méhari plutôt qu'en Lamborghini, d'ailleurs. Oui, c'est un peu je dirais le look du Pilaté. Ça. Les vieilles voitures qui sont complètement... on se demande d'ailleurs comment elles peuvent encore rouler, quelles sont les autorisations administratives, mais ça fait partie de l'histoire. Voilà, les vieilles Méhari, les vieilles Peugeot, machin, les trucs, les deux chevaux qui roulent encore ici, il y en a plus qu'ailleurs. Il y a de très belles anciennes ici. Alors par contre, Dominique, vous le disiez tout à l'heure, ça fait à peine plus de 30 ans que vous voyagez à travers le monde, mais surtout au niveau des États-Unis. Et c'est un bel endroit ici, pour le bassin, pour tourner aussi de belles images. Hors saison, c'est fabuleux. Vous avez quand même l'habitude de voir... saison, oui, non, mais attendez. Vous êtes d'accord avec Eric, je poursuis la question de Myriam, qui a vu du haut de son cockpit les plus beaux paysages du monde. C'est le plus bel endroit du monde. Je confirme, je suis prêt à signer. Il est un peu chauvin. S'il ne vend pas sa marchandise... Non, mais je suis d'accord pour les deux côtés. On a chacun la belle vue de l'autre. Voilà. Où que l'on se trouve. On a votre face et vous avez nos fesses. Mais tu es d'accord, en tout cas, toi qui as vu aussi des endroits splendides dans le monde entier, je ne sais pas pour quelle compagnie vous travaillez, mais la plus grande en France. Je suis Air France toutes les semaines. Donc, vous avez peut-être volé ensemble, enfin vous. Probablement. Alors, il y a beaucoup d'amoureux de Porsche dans les cockpits des Air France. Oui. Non, mais bon, effectivement, depuis plus de 1500 émissions, on a sillonné tous les coins du monde, les États-Unis dans tous les sens. Et c'est vrai que on vit quand même dans un pays qui a des charmes, une diversité assez extraordinaire, même si je reconnais que je suis un malade total des États-Unis. Les États-Unis, j'adore les États-Unis. Ah oui. Alors justement, cette année 2020 aura été pour la télé, pour la production télé, comme pour tous les autres secteurs quasiment de l'économie, à quelques exceptions près, une année évidemment sinistrée. Comment ça se passe pour Turbo? Quelles sont les perspectives pour la rentrée, pour de nouvelles émissions? On essaie d'être positif, on a tourné déjà des émissions pour la rentrée, mais tout est sous-tendu, il ne faut pas l'espérer, il faut surtout le craindre, qu'il n'y ait pas un retour de la pandémie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert. On est passé en mode rediffusion. Quand je dis rediffusion, c'est rediffusion d'émissions qu'on avait déjà, comme on dit vulgairement, rincées. Mais tout le monde était stoppé. Nous-mêmes, le groupe était en chômage partiel. C'est-à-dire toutes les chaînes du groupe, RTL, Fun Radio. Ça a été très difficile. On l'a surmonté parce que on a une capitainerie qui est fabuleuse. Moi, je le dis depuis que je travaille pour cette chaîne. On a des gens qui sont extraordinaires à la tête maintenant du groupe. Mais c'est dur, c'est très dur. Ils font tout pour éviter un plan social, mais c'est très très compliqué. Oui. Et pour ce qui concerne ton émission à proprement parler, ça va sans doute être
des tournages très franco-français dans les la fin de l'année. Là, je reconnais qu'on va être plutôt franco-français, oui, mais pour le plus grand plaisir. Et c'est drôle d'ailleurs parce que je préparais pour la période juin-juillet toute une série d'émissions que j'avais intitulées, je ne sais pas, le détenteur du titre, 12 France. Donc je voulais qu'on aille dans toutes les régions de France, y compris ici, pour montrer des gens liés à des activités ou mécaniques ou touristiques. Ouais. Voilà. Comme je vais tourner prochainement chez Emmanuel, bon, il fait des bateaux, c'est pas turbo, mais en même temps, c'est cet esprit d'entreprise, d'artisanat qui est fascinant. Oui, et puis il y a une philosophie commune. Et puis on n'a pas pu tourner, tout s'est éteint, quoi. La lumière s'est éteinte brutalement, plus de budget, plus rien, quoi. On était à la portion congrue. 34 ans, tu le disais tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi, hein, que tu es à la tête de cette émission, et on ne les voit tellement pas, Denis. C'est gentil, ouais, c'est gentil. Ouais, c'est vrai. Jamais de lassitude. J'attendais la question. Ben oui. Elle venait, c'était le corollaire. Voilà. Alors, je connais déjà la réponse. Oui, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaie de donner le change en on est d'accord. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, qu'on ne nommera pas, qui sont un peu en roue libre comme ça, et tu sens dans l'œil qu'il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'envie. Oui, moi tu vois, je revis parce que, bon là, on a des contraintes budgétaires, comme tout le monde, ça va être difficile. Mais je revis en même temps parce que le démarrage que j'ai inculqué à l'émission, là, il me donne une force de montrer autre chose. On va profiter d'ailleurs des technologies, de la communication qui a été mise en place au moment de la pandémie, du confinement, à savoir effectivement le travail avec des appareils beaucoup plus légers, avec le téléphone. Tu as vu comment on travaille ici avec le Zoom. Voilà, mais on vous rejoint complètement. Ouais. On va profiter de cette nouvelle mode à laquelle les gens adhèrent parce qu'ils y sont habitués. On ne va pas faire que du contact, évidemment, ordinateur, mais ça va faire partie du nouveau mode. Oui, ça permet de se réinventer aussi. De scénographie de l'émission, oui. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup à préserver l'environnement, hein, puis c'est le sujet d'actualité dans tous les cas. Est-ce que si on revient, vous, à votre penchant, à votre activité première qui est la voiture, est-ce qu'on peut dire que la voiture électrique, c'est vraiment la solution pour vous ou pas ? Ça en fait partie, mais bon, on s'est employé pendant une émission. Bon, après, ceux qui sont, comment dirais-je, les défenseurs ultra concernés de la voiture électrique vous diront, il y en a beaucoup à Bordeaux d'ailleurs, vous diront, bon, on voit beaucoup de Tesla rouler dans le coin, vous diront, quel discours idiot, on s'accommode parfaitement bien de la voiture électrique. Bon, moi je l'ai vérifié plusieurs fois, et notamment au pays de Tesla, aux États-Unis. Quand les bornes sont en panne, quand les bornes sont saccagées, c'est pas saccagé nécessairement vandalisé. T'es coincé parce qu'une voiture électrique, quand elle tombe en panne, elle ne bouge plus. Ça demande un équipement quand même particulier aussi. Il faut la soulever et la mettre sur un porteur. Il n'y a pas que la voiture électrique, moi je crois beaucoup à l'hydrogène. D'accord. Et puis dans un premier temps, à l'hybride. L'hybridation, ça donne déjà conscience de l'utilisation de la voiture tout en effectivement tenant compte de l'environnement. Moi je ne suis pas. Je sais que j'ai pas que des admirateurs du côté de la mairie de Paris, mais loin s'en faut. Mais moi je suis pour, dans certains cas, effectivement, ôter la voiture, pas l'éjecter, mais la désenclaver des villes, parce qu'elle n'a rien à y faire, parce que le tout voiture n'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Mais en même temps, il faut penser aux gens qui sont dans la ruralité, qui ont besoin de se déplacer pour emmener des enfants à l'école, pour emmener des personnes âgées qui se déplacent pour aller à la grande surface. On ne peut pas du jour au lendemain dire c'est fini la voiture électrique, la voiture traditionnelle, thermique notamment, ou diesel, on n'en veut plus, quoi. Éric Bernard, tout ce côté ayatolesque m'ennuie profondément. De toute façon, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est jamais la solution. Vous êtes un amateur de turbo, vous regardez souvent, je regarde souvent. Et si vous étiez venu ce matin, il y avait une magnifique exposition
de voitures. Oui, il y avait un rallye alors c'était une association. Il n'y avait pas que des vieilles voitures, il y avait des véhicules de toute nature, des véhicules, on va dire, un petit peu de collection, des voitures un peu moins, et puis des vraies voitures modernes. C'était magnifique, avec une affluence. Là, vous avez une zone, là, la plage Daniel Meller, sur laquelle ce matin, vous aviez tout à la fois l'activité automobile, une activité de peinture, avec donc, des exposants de peinture, et puis cet après-midi, vous avez une activité de boules, les boules pilates, avec un concours qui est assez sympathique, avec tous les meilleurs joueurs, on va dire, de proximité. C'est sympa, donc c'est un endroit qui vit, puis vous voyez, à côté la Guitounon. Là, on est vraiment au cœur du Pilat. Dominique, merci, tu restes avec nous évidemment, parce qu'on va découvrir maintenant quelqu'un de formidable. C'est Carole qui préside l'association M en Rouge et qui va nous expliquer effectivement en quoi consiste cette association et son travail sur le terrain tous les jours. Oui. Tout à fait. Alors c'est quoi M en Rouge et quel est le but de l'association? Alors M en Rouge, c'est une association qui accueille les familles qui ont des enfants en situation de handicap et tout type de handicap. Et c'est une maman, Danielle, là, qui a créé cette association. Son fils s'appelle Mathias, donc c'est M. C'est le M de Mathias. Et en rouge, c'est la couleur préférée de Mathias. D'accord. Donc, d'où le nom de l'association M en Rouge. Alors, ça veut dire quoi, venir en aide aux familles ça consiste en quoi exactement? C'est vraiment du besoin, quoi. Les familles en ont vraiment besoin. On a 85 familles là, sur le sud-bassin. Un peu Val-de-Leyre aussi, et une famille de Paris qui vient spécialement aussi à l'association. Cap-Breton aussi, nous avons une famille de Cap-Breton. Voilà. Et, alors, en quoi consiste ce soutien que vous leur tellement apportez? compliqué, voilà. Les accueillir déjà, avoir un lien social, les recevoir lors de nos permanences 2 fois par mois. On essaye de faire au mieux, on discute autour de café, chouquettes, et pouvoir les aider déjà à avoir ce lien social, de rencontrer du monde et de pouvoir discuter. Ensuite, les aider dans les démarches administratives sur ces fameux dossiers MDPH, c'est vraiment MDPH, c'est compliqué, Maison départementale du handicap, voilà, pour tous ces dossiers. Et beaucoup d'enfants n'ont pas de structure aussi, c'est vraiment compliqué. Il y en a qui sont à l'école, d'autres, il y a un manque de place dans les IME, dans les instituts. Donc au niveau de l'association, on a créé des activités, on a mis en place des activités pour répondre aux besoins de ces familles. Nous avons créé aussi un accueil de loisirs en mixité handi-valide, voilà, que ces jeunes puissent aller dans les loisirs, aller dans les centres comme les autres enfants, pouvoir aller jouer avec les autres, complètement en inclusion et avec un encadrement adapté. C'est très important aussi. Avec un encadrement adapté, mais certains n'ont pas non plus besoin d'un encadrement adapté, ils peuvent être avec les autres, c'est un problème. Alors moi au tout début, alors c'est moi du coup maintenant qui vais tutoyer Carole parce que c'est une amie d'enfance. Au tout début où tu as repris la présidence de cette association, il y a quelque chose qui m'a frappée très positivement parce que tu m'as dit quand tu m'expliquais exactement, c'est que les parents qui ont des enfants handicapés, quels qu'ils soient, ont toujours du mal à les amener avec eux à la plage, à aller faire les courses, enfin sur des choses toutes simples de la vie, et que avec tout le travail qui est fait dans l'association et avec tous les gens que tu as autour de toi, les parents n'ont plus peur du regard des autres voilà, et arrivent à vivre naturellement. Ils vont à la plage et ils amènent leurs enfants pour faire les courses. Au moins à la plage, au tout début, la première sortie famille, ça a été, on voudrait prendre le bateau, faire le tour de l'île aux oiseaux. Et vous ne connaissez pas, non, on n'y va pas. Parce que le regard des autres est vraiment très très compliqué. Et ça, je trouve que cette action, déjà rien que celle-là. Donc maintenant, ils vont à la plage et on a pu mettre tout un tas d'ateliers, le surf notamment. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire. Hein. Il y a notamment un atelier surf, handi-surf. D'ailleurs, vous avez eu la visite de la ministre de la Mer. Il y a 2 semaines, Madame la ministre Annick Girardin est venue nous voir à la Salinor lors des séances handi-surf, auprès de nos jeunes. Elle a pu communiquer, discuter avec nos jeunes, a rencontré aussi les parents, et puis tous ces clubs de l'Union, du Surf Club aussi du bassin d'Arcachon et Ocean Roots qui est labellisé handi-surf, et on a un cadre
un éducateur formidable auprès de nos jeunes, Dorian Lafitte, que je sais, qui est formidable. Et c'est 70 jeunes qui surfent, quoi, hein, des 70 jeunes vraiment en situation de handicap qui surfent. Et dire ils sont capables de faire comme les autres, c'est surtout ça, il suffit de mettre des choses en place, mais ils sont capables de faire des choses comme les autres. Et là, une partie se prépare pour le championnat de France, on espère, on attend, on ne sait toujours pas, bon. On va voir comment ça va se passer. Pour la reprise, voilà. bien sûr. Et une partie vraiment dans le cadre du loisir et surtout du bien-être, parce que ça amène à ces jeunes un bien-être, mais c'est formidable. La confiance en soi, l'autonomie, se reconstruire psychologiquement aussi et physiquement. Il faut savoir aussi que dans l'asso, il n'y a que des bénévoles. Il n'y a que des bénévoles. Donc on fonctionne le week-end et le mercredi. Donc on essaye de mettre en place des ateliers, pâtisserie, il y a de la gym, il y a de l'équithérapie, médiation animale. On essaye de faire mieux, et puis le surf, la piscine. Bon, un nouveau projet, le handicap se dissout dans l'eau, c'est joli comme ça. Oui, c'est une belle accroche, mais ça consiste en quoi? Quand le handicap se dissout dans l'eau, parce que quand ils sont dans l'eau avec les autres, ça ne se voit pas, parce qu'ils font les choses comme les autres. C'est pas marqué je suis handicapé. Voilà. Et ils font des choses formidables, ils sont capables de faire des choses, c'est énorme. Et ça permet quand même, on va dire, le quotidien des parents est vraiment très très compliqué. Donc, vous parliez tout à l'heure, Carole, de cette partie administrative, oui. Mais pour le vivre de près, je me suis rendu compte, et j'ignorais jusque-là, à quel point c'est presque un travail à plein temps de remplir ces dossiers, oui, de répondre aux formulaires, de faire les examens, etc. qu'il faut en permanence pour justifier auprès de la MPDH qu'on est bien handicapé et qu'on a bien le droit à cette aide. Est-ce que ça pourrait pas être facilité, ça? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau de l'État pour faciliter, pour faciliter par rapport à ces demandes? Il paraît que c'est un peu plus facile, mais bon, là, il y a une famille, ça fait 4 ans qu'elle attendait une place en IME pour son fils, quoi. C'est pas pour tout le monde pareil, il y a des choses, des places, ça dépend, mais c'est vraiment très compliqué. Eric Bernard, vous connaissiez l'association de Carole? Alors, je vais être tout à fait franc, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais rencontré Carole. Et je vois qu'elle est créatrice de bonheur, donc ça m'invite à aller la voir aussi. Voilà. Non, mais... Parce que ça aussi, pour une municipalité, toute la partie associative, c'est essentiel, qu'il y ait cette vie-là, cette entraide, ces liens qui se créent. Bon, complètement. Enfin, c'est très clairement dans notre municipalité, on a des élus qui sont tout à fait spécialisés dans ce genre de choses. J'en suis pas. C'est pour ça que je vous réponds. Je n'ai entendu que parler de vous et je m'excuse de ne pas être plus précis. Mais maintenant que je vous ai vu, je vous ai identifié et donc vous faites tellement de bien que ça mérite de vous aider. Mais ça, je suis sûr qu'on va vous aider et je m'en y engage. La ville de La Teste nous soutient énormément dans donc, tous nos projets. On en fera un peu plus, madame. Carole, pardon. Carole. Sous l'ancien mandat, déjà, il y a eu le don d'un terrain, notamment, c'est ça, il va y avoir une construction, il y avait quelque chose, un projet là-dessus. Un projet sur une maison des aidants, on aimerait bien mettre en place une maison des aidants avec des professionnels aussi de la santé, parce que c'est vraiment compliqué, un jour c'est à Bordeaux, l'autre c'est à Arcachon, enfin les parents font que naviguer, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous médicaux et puis pouvoir accueillir les familles, faire la formation, on fait de la formation aussi on a des enfants qui sont non-verbaux, une dizaine, donc il y a des méthodes qui existent au Canada et en Nouvelle-Zélande. Donc ça, on a fait venir aussi la formatrice, il n'y en a qu'une en France, donc elle a pu faire cette formation auprès de ces familles-là, sous forme de picto, enfin je sais très... Il y a plein de choses aussi à l'étranger, on est un peu en retard, on va dire. C'est bien parce que grâce au travail que vous faites, par exemple, on découvre ces nouvelles méthodes. Je suis une famille, j'ai un enfant handicapé, je ne connais pas votre association, je me sens isolé. Qu'est-ce que je fais pour vous rejoindre? Il y a une cotisation, c'est cher, c'est compliqué? Alors, il y a une cotisation de 20 € à l'année. D'accord. Donc, la plupart... Ensuite, on a une page de Facebook, on a un numéro de téléphone, c'est le mien, le perso, donc aussitôt le contact est pris par téléphone et puis après, les familles viennent à la permanence ou à l'extérieur, on peut se retrouver, c'est super quoi. Mais ce contact-là, voir du monde, sortir, faire une sortie famille, sortir un week-end, maintenant ils vont à la plage.
Mais le handi surf, l'eau vraiment apporte du bien-être, du répit aussi aux parents, parce que les parents ont besoin de ça. Il y a la fratrie, il y a une méthode handi surf qui a été créée par l'association nationale handi surf, le fondateur c'est Jean-Marc Saint-Jour, et qui a créé toute une méthode, et on calque cette méthode. Donc l'hiver c'est des entraînements en piscine. Et l'été, nous sommes à la Salie Nord de juin là jusqu'à début octobre, tous les dimanches. Donc ce matin, tout le groupe était à la Salie. Non, c'est énorme ce que ça. Mais ils ont besoin d'aide. De bonheur, comme vous disiez, Eric Bernard. Et le sourire que l'on voit sur les enfants, le sourire, cette joie que ça mène auprès des parents, c'est du bonheur, et ça c'est formidable, quoi. Ils peuvent faire comme les autres. On bosse pas mal sur l'inclusion à l'école, mais on aimerait bien l'inclusion dans les entreprises. Oui. D'ailleurs, si je pouvais lancer un petit appel. Oui, on a un petit jeune, Mathias, voilà, qui est un jeune autiste et qui fait un CAP de menuiserie et qui recherche sur Gujan un menuisier ébéniste il recherche un contrat pour son année là, de septembre en alternance. À juin. On va en parler à Wooden Stock, par exemple. Donc ça serait bien. En tout cas, un travail formidable. On est toute une équipe aussi, voilà, les parents sont formidables. C'est toute une équipe aussi autour du handicap, on a des élus. On essaye, il y a des organisations de manifestations, et on a des soutiens aussi. Elles sont nombreuses en effet. Elles sont nombreuses. Je ne sais pas si on peut les citer. Il y a le club d'entreprise, le BBC, notamment. Il y a le restaurant Boulevard 88, il y a les Kiwanis, il y a les Lions, il y a l'association d'une aventure les aussi. Olympiades. Il y a le Carrefour Gujan, il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place parce qu'on prend en charge tout ce qui est formation, et on aide les familles aussi dans tout ce qui est achat dans le matériel médical, que ce soit des orthèses, des paires de lunettes, des bilans neuro, plus de 200, 500 euros, enfin des choses qui ne sont pas prises en charge. Et dans le cas de la formation, de l'association, on aide les familles parce qu'ils ont vraiment des charges, et c'est lourd, c'est très lourd, quoi. En tout cas, merci d'avoir présenté. Merci, Carole. Merci à vous d'abord pour l'invitation. C'est vraiment parce que c'est très très important, évidemment, pour toutes ces familles d'être aidées et de se sentir soutenues. Donc, si vous ne connaissiez pas encore Aimant Rouge, vous pouvez les contacter. Tellement de choses à faire encore, de mettre en place, mais déjà que les parents et les enfants retrouvent le sourire, je suis ravie, c'est formidable. Alors, la maison des aidants, j'ai bien entendu, nous avons ça dans notre projet collectif de l'équipe communale, donc c'est quelque chose qu'on va accélérer, et à vous voir, ça donne envie d'aller très vite. Très bien. Merci. Promesse d'Eric Bernard. Promesse de faire accélérer. Si on a été le lien, merci Carole Courbecave. Merci à vous surtout. Et on va retrouver Joe Luna pour son troisième titre, One Law. Merci beaucoup. Dime lo que quieras, porque me enamoras. Dime por qué te vas, porque me abandonas. Dime por qué lloras, porque me abandonas así. One Law, One Law, One Law, One Law. Si tú te vas. One Law, One Law, One Law, One Law. Si tú y esto que yo canto vuela a playa nada más. Te suena verano ya mujeres nada más. Ritmo de latino y mezcla de flamenco. Que mira y que soy gitano 100%. Un fuego en la arena, mira y cómo a ti te va. Mi canto y mi guitarra, mira y cómo a ti te va. Báilame latina y que canto flamenco. One Law, One Law, One Law, One Law. Si tú te vas. Dime lo que quieras, porque me enamoras. Dime por qué lloras, porque me abandonas. Dime por qué te vas, porque me abandonas.
vaya nada más, que suena a verano y a mujeres nada más, ritmo de latino y mezcla de flamenco. Cantes en la arena, mira y cómo a ti te va, mi cante y mi guitarra, mira y cómo a ti te va, bailame latina y que canto flamenco, compárteme aunque sea en tu Facebook, dime lo que quieras, porque me enamoras, dime por qué te va, dime, 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 one love, one love, one love, one love, si tú te vas. Joe Luna depuis la terrasse de la Guitoune au Pilat. Merci d'être avec nous, Joe. Merci à vous de m'avoir invité. Joe, on se tutoie, on ne va pas faire semblant, on se connaît depuis longtemps. Tout le monde te connaît ici dans la région. Joe le Gitan, guitariste, fils d'un guitariste extrêmement renommé. Et toi, tu t'es mis aussi à vouloir revisiter cette musique, mais aussi à revisiter le flamenco qui n'a rien à voir avec la musique gitane, hein. C'est deux musiques vraiment différentes. Et ça t'a amené effectivement à créer ces morceaux. 2 singles déjà parus. Tout à fait. Produits par mon copain Bruno Robles, que j'embrasse au passage. Alors, comment on décide de se lancer dans la musique quand on est le fils d'un célèbre guitariste? Est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est pas compliqué cet héritage-là? Alors, non, si tu veux, alors parce que dans notre culture gitane, si tu veux, ça fait partie du contexte. Déjà tout petit, nous sommes dans ce milieu-là de guitare, etc. Et moi, si tu veux, bon, certes, c'est vrai que c'est dans les gènes, mais si tu veux, moi, j'ai vécu ça depuis que je suis tout bébé, quoi. Et donc, j'ai vu mon père partir en tournée, faire des concerts, enregistrer avec des grandes têtes d'affiche comme Ray Charles et plein d'autres. Donc, pour moi, ça m'a motivé. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment très fier de mon père. Et je le dis à voix haute. Est-ce qu'il est fier de son fils? Oui, aussi. Aussi, mais j'en suis très fier parce qu'aujourd'hui, si je suis là, malgré que c'est dans les gènes, c'est grâce à lui qui m'a donné envie de me battre et d'arriver et essayer, même si c'est de loin, mais pouvoir suivre sa trace. Alors les Parisiens ont pu te découvrir en 2017, décidément il s'est passé beaucoup de choses en 2017 à l'Olympia, puisque tu étais en première partie d'Anne Etchegoyen, la célèbre chanteuse basque. Oui. Ça t'a fait quoi de produire comme ça dans cette salle mythique? Eh bien vraiment j'ai fait pas mal de belles salles, j'ai fait des gros publics, mais l'Olympia ça a été la première fois où j'ai vraiment, quand je suis monté sur scène, j'avais mon cœur vraiment qui battait très fort. J'ai senti cette émotion et quand on est dans les loges, on se dit qui a posé mes fesses avant moi ici, quoi. Donc, c'est quelque chose il y a une petite liste, de gens prestigieux et donc une émotion très particulière. Et l'accueil du public parisien avait été comment? Magnifique. Oui, vraiment. C'est un beau public, les Parisiens. Ah oui. On dit souvent qu'ils sont blasés, mais c'est pas vrai. Non, non, pas du tout. Quelques mois avant, on avait fêté les 30 ans aussi de Bruno, de carrière au Comédia. Et non, vraiment, c'est un très très bon public. Alors je le disais, deux singles déjà sortis, un troisième qui va sortir en septembre, que tu as interprété tout à l'heure, c'est Que Paso. Que Paso, tout à fait. Où le clip devait se faire en Espagne, mais malheureusement avec toutes les circonstances qui se passent, mais on le tournera dans le coin. Dans la région alors? Dans la région, oui. Bon. Et comment on vit quand on est musicien, cette période si compliquée du confinement? On ne peut plus se produire, on ne peut plus aller à la rencontre de son public. Très compliqué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé tout seul J'ai fait pas mal de compos, j'ai pu composer, faire pas mal de trucs, mais à l'arrêt total, quoi. Depuis ça fait 5-6 mois à l'arrêt, donc il y a des copains du Ferré et ailleurs qui m'ont contacté pour faire des concerts comme on fait tous les ans, où il y a beaucoup de monde, mais malheureusement, nous n'étions pas prêts parce que ça fait 5-6 mois qu'on ne se voit pas avec les musicos et donc impossible. Difficile. Merci en tout cas de nous avoir régalé. On attend la sortie du single Que Paso donc pour septembre et puis le clip à venir. Merci Joe, à très bientôt. Merci à vous tous. Et Myriam, on va retrouver notre dernière invitée, Adeline Dupont. Voilà, on va maintenant parler mode, mais pas n'importe quelle mode, on va parler surtout accessoires. Et un accessoire, on ne pensait pas que ça deviendrait un accessoire de mode à ce point-là. On va parler de cordons de lunettes. Et oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les cordons de lunettes, figurez-vous, messieurs, ça revient complètement à la mode. Ben voilà. Eric, prochain client. Et pour les garçons comme pour les filles, on va en parler avec Adeline qui a créé la marque So Cool. Alors d'où est venue cette idée? Vous surfez sur cette mode ou vous l'accompagnez, même vous la...
précédé? Alors au départ, c'était vraiment par hasard. En fait, on devait partir avec mon amoureux pour un voyage en Indonésie. Et on trouvait ça pratique de s'équiper d'un cordon à lunettes parce que c'était vraiment un long voyage où on allait faire beaucoup de routes et beaucoup voyager. Et du coup, je cherchais les opticiens, je m'en prends un, mais j'étais vraiment pas conquise parce que je trouvais l'accessoire sympa, mais je trouvais pas ça joli. Et du coup, j'ai décidé en revenant du voyage de me créer un cordon. Et finalement, ça a plu à mes copines, donc j'en ai créé pour mes copines, puis ma famille. Et du coup, j'ai fait une page Instagram où j'ai commencé à montrer mes créations. Et là, des professionnels, des opticiens ou alors des petites boutiques de mode ont commencé à me contacter. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un créneau à prendre. Et du coup, c'est vrai que j'ai changé d'orientation, mais de A à Z. Oui, parce qu'il faut dire qu'au départ, vous êtes diplômé en hôtellerie, vous pourriez être avec Antoine, responsable de la guide. Exactement. J'étais aux ressources humaines du Grand Hôtel de Bordeaux, donc vraiment rien à voir. Et puis je me suis dit, allez, on se consacre à 100%, j'essaie. De toute façon, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc, c'est une réussite, donc je suis contente. Il faut préciser que c'est vous, hein, tout est fait main. Oui, tout est fait main, et voilà. Et un petit peu de tout au niveau des matériaux, c'est aussi bien de la chaînette comme vous avez là sur vous, mais ça peut être aussi des coris, des pierres semi-précieuses. Exactement, en fait, au départ, je suis vraiment partie sur des cordons plus en biais, en tissu. Et après, j'ai aussi fait donc des chaînes, des cordons coquillages, des cordons en perles. Et là, depuis cette année, la nouveauté, c'est que tous les cordons en chaîne, alors je ne sais pas si sur celui-ci il y a, non, ils peuvent être adaptables en bijoux. En fait, j'y ajoute des petits mousquetons qui permettent de retirer l'attache et de pouvoir faire soit un double ras du cou, soit un sautoir. Donc pour les filles qui ne passent pas encore le cap du cordon à lunettes, peuvent avoir la solution de pouvoir le transformer en bijoux. Dans tous les cas, c'est déjà connu de nombreuses influenceuses sur Instagram. Et je les remercie parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est vraiment la communication d'aujourd'hui et sans elle, j'en serais sûrement pas là. C'est capital aujourd'hui pour lancer une marque, notamment dans le domaine de la mode, d'être suivi comme ça par des influenceurs ou influenceuses sur Instagram. Pour moi, ça a été vraiment, je pense que si mon produit n'avait pas séduit ces influenceuses, c'est vrai que pour se faire connaître, c'est beaucoup plus difficile de communiquer seul, alors que comme elles ont déjà une communauté assez grande, ça permet vraiment de pouvoir toucher beaucoup de personnes et puis de les sensibiliser et de montrer aussi que le produit est cool. Oui, parce que je ne vous cache pas qu'avec Myriam, en préparant l'émission, on se disait quand même c'est courageux, messieurs, vous ne direz pas le contraire, de se lancer, de créer des cordons de lunettes parce qu'il faut en vendre pour en vivre quand même. C'est ça, et j'ai aujourd'hui la chance d'en vivre, donc je suis contente. C'est génial, on se réjouit pour vous, puis on est heureux de vous donner, de vous mettre encore un petit peu plus en lumière. Mais ça vaut combien un cordon de lunettes, Adeline? Alors il y a vraiment de tous les prix. Pour les hommes, par exemple, la tranche de prix, ça va vraiment de 12 à 15 €. Parce que c'est vrai que c'est plus un accessoire pour eux, surf, ludique, voiture, moto. Donc, même un accessoire de mode parce que finalement il y a pas mal de copains du bassin qui l'utilisent sur le bateau, qui l'utilisent pour les cours de surf. Du coup c'est vraiment, mais c'est moins le bijou. Oui. Donc c'est vraiment de 12 à 15 € plus pour les hommes. Et autrement ça va jusqu'à 45 € justement pour les cordons en pierres semi-précieuses et dorées à leur fin. Donc il y a vraiment tous les prix. Éric Bernard, vous allez tout de suite vous mettre au cordon de lunettes. Je comprends pas. Regardez, je passe mon temps à chercher mes lunettes. Voilà. Je sais que je suis motard, oui, motard. Et puis je pense que peut-être que vous êtes motard aussi. Ouais. Ou, voilà, en tout cas, vous conduisez des voitures qui sont décapotables. Exactement. Vous nous sauvez la vie. Vous avez déjà au moins 3 clients potentiels hommes. Là, et Dominique est le seul homme de plus de 40 ans qui n'est pas atteint de presbytie. Je te remercie. Si un jour tu portes des lunettes, tu penseras aussi à mettre des lunettes. Alors c'est essentiellement sur les lunettes de soleil aussi, je précise. Ce qui est formidable ce soir, c'est qu'en fait, vous avez touché sur ce que nous attendons tous, notamment en tant qu'élu. Mais l'élu, c'est quoi? C'est finalement quelqu'un qui essaie de porter, je dirais, l'intérêt de l'ensemble de nos citoyens, concitoyens, enfin peu importe. Vous voyez, on a touché à des tas de petites activités, alors qui sont plutôt dans l'industrie. Mais dans le commerce, c'est pareil. On a des tas d'initiatives de ci, de là, qui sont des initiatives qui enrichissent, je dirais, le territoire, qui apportent des réponses de proximité à la fois dans l'utile, dans le beau, dans l'agréable, parfois dans le luxe.
Et c'est génial. Et ici, il y a plein aussi de petits commerces qui se développent, ici et ailleurs, de l'autre côté, à la Teste. On espère du côté du port, parce qu'on n'a pas évoqué ça. Enfin, je crois que notre maire a parlé. De l'autre côté, on a un projet fantastique. C'est de dégager ce port, et c'est d'en faire une zone aussi de plaisir, de loisirs, de vie. Vous voyez que ça rééquilibrera le Pilat, et vous aurez le port de l'autre côté. Et toutes ces petites activités-là qui sont finalement, il faut y penser. Il faut y penser, parce que c'est vrai qu'il fallait aller là-bas en Indonésie pour trouver ça. Ou dans l'avion, écoutez, c'est génial. Alors, je vous félicite. Comment on trouve vos cordons? Alors, vous faites les marchés aussi? Alors, je fais en fait, l'an dernier, je faisais 2 marchés. Celui de Arcachon le soir et le Moulot, et quelques marchés au Cap Ferré parce qu'il y avait encore le tirage au sort. Cette année, je suis présente seulement sur le marché du Moulot le mardi matin. D'accord. Et après, essentiellement sur Internet parce que, comme on l'a dit avec les influenceuses, les commandes sur Internet ont vraiment grimpé. Oui. Et comme je suis toute seule à la création, à la vente, à la com, du coup, c'est un peu compliqué d'être sur tous les... Il va falloir commencer à embaucher. Hein, j'y pense. La croissance de l'entreprise. Vous savez que nous avons un marché à la Teste aussi. Oui, marché à la Teste. Exact. En plus, j'y ai pensé. Mais pensez-y beaucoup. Et donc, forcément, votre site, c'est So Cool. Hein, c'est un art de vivre. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Parce tout simplement. C'est vraiment orienté sur... les accessoires, mais également sur un mode de vie et du coup d'avoir comme projet de pouvoir peut-être y ajouter chaque année une petite capsule avec justement le mode de vie à la Pilates et à la cool. Bien placé, Ali. Voilà, donc la marque s'appelle So Cool et bravo à Aline Dupont. Je montre un peu l'utilité. D'avoir créé ça, encore une jeune qui innove, qui crée, qui entreprend. Qui prend le taureau par les cornes pour créer sa propre activité. C'est la vie de demain. Et on espère bientôt créer des emplois. Merci à vous, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et avec Bernard, de nous avoir mieux fait découvrir le Pilat et puis ses enjeux pour la prochaine mandature. Conseiller municipal du Pilat et à la sécurité, qui est un des enjeux importants, on l'a compris. Dominique, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Tu vas reprendre la traversée. Plus sécure, plus sécure. Si je peux avoir un hélico, c'est peut-être plus pratique et moins dangereux. Non, on ne va pas polluer. On ne va pas faire du Nicolas Hulot. On va faire du Dominique Chapat avec un bon bateau bien de chez nous et un bon marin bien de chez nous qui va déposer bien au sec de l'autre côté. Un grand merci à tous nos invités, puis surtout à Antoine Larlier qui nous a reçus ce soir-là sur sa terrasse. Merci à vous. Merci encore. De la Guitoune au Pilat. La semaine prochaine, on sera à Arcachon, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le Bikini avec le maire d'Arcachon, Yves Foulon, et puis une fois encore, des créateurs d'entreprises, des concepteurs, des inventeurs et évidemment des artistes. Merci à Étienne qui a réalisé l'émission, à Manon qui l'assistait et à notre producteur adoré et vénéré, Yann Cravé. Et puis bien sûr Hervé qui nous a aidé à rassembler tous nos invités. Hervé et Larry, encore un ferré capitaine. Oui. Voilà, qu'on embrasse. Mais qui était là aussi. Merci à tous. Très bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir. Le bassin est à vous.